Voilà, comme je disais, c'est le 4 ou 5e live sur Le Bon Coin Tech. Jérémy n'est pas là aujourd'hui puisqu'il est souffrant, on pense bien fort à lui. Et on va essayer de faire aussi bien que les dernières fois. Est-ce qu'il y a besoin de représenter Céleste, Raphaël? Ouais, on représente Céleste? Ok, alors Céleste, est-ce que tu peux te représenter s'il te plaît? Avec plaisir. Donc moi je m'appelle Céleste, je suis social media manager, donc ça fait 4 ans et demi que je suis ici à m'occuper des réseaux sociaux, donc déjà 3 ans dans l'équipe com du Bon Coin et depuis 1 an et demi dans l'équipe groupe d'Adevinta. Et petite anecdote, j'ai travaillé 7 ans dans le cinéma et donc j'ai eu pas mal de rencontres chouettes et moins chouettes, et notamment j'ai voulu interviewer Charlize Theron et je l'ai mal interviewée, elle n'a pas compris ma question, je parlais un peu moins bien anglais à l'époque, voilà. Merci Céleste. On va passer à Elisa. Elisa, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Tout à fait. Alors moi c'est Elisa, je suis engineering manager et je gère une équipe de data scientists en gros qui font des produits d'intelligence artificielle qui est un peu trendy en ce moment. Et une petite anecdote sur moi, pardon, je suis chez Le Bon Coin / Adevinta depuis 1 an et demi. Et une petite anecdote sur moi, c'est que je fais du Krav Maga et de la boxe thaï depuis 4-5 ans. Et est-ce que ça t'aide dans la vie de tous les jours? Bah oui, je trouve ça assez agréable de se défouler, de décompresser s'il y a besoin. Notamment avec les PAO, pour ceux qui connaissent, ça permet de taper un peu fort sans faire mal à personne. Tant mieux. Romaïssa, à toi. Salut. Alors moi c'est Romaïssa, je suis directrice produit chez Le Bon Coin depuis 5 ans et depuis 3 mois je travaille pour Adevinta et Shell Group. Donc j'ai un peu le même parcours que Céleste et je suis en charge en ce moment de tout ce qui est real estate et emerging vertical, donc jobs et aussi vacances parce que c'est le plus important en réalité. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'intéressant sur moi? Une petite anecdote, c'est qu'habituellement je suis plutôt de l'autre côté de la scène avec le casque, donc là je suis un peu jalouse de ne pas avoir de casque. Peut-être qu'on pourra te donner un casque à la fin du live. J'ai hâte. Et on va terminer avec Amandine. Amandine, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis Amandine de Souza, je suis la directrice générale du Bon Coin. Je suis arrivée ça va faire bientôt 1 an. Et j'ai l'impression que c'était en même temps hier et en même temps 1000 vies se sont déroulées depuis 1 an. Quel chemin parcouru, on pourra y revenir. J'ai un parcours assez retail avant ça, dans la distribution, où j'ai géré des sites e-commerce ou des magasins. Juste avant, j'ai dirigé le BHV, un grand magasin au centre de Paris. Et Le Bon Coin, c'est plein de défis en tant que manager. Donc je suis ravie qu'on puisse parler de ce sujet aujourd'hui. Une anecdote, écoute Elisa, sache que hier, je suis dans 2 réseaux de femmes, et notamment un qui est autour de Business Angel pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Et on a eu une petite surprise d'un guest qui venait nous parler. Dont je ne savais pas l'existence avant hier, et c'était une jeune femme qui est championne de France et qui partait aujourd'hui à Belgrade pour faire les championnats d'Europe de MMA. Elle s'appelle Mathilde Eschenbrenner, parce que sinon je vais écorcher son nom, et c'était hyper intéressant. Elle avait l'air comme ça, toute gentille, toute douce, et puis d'un coup elle nous a projeté des vidéos de ses combats. Alors, pour le coup, tu la présenteras peut-être à Elisa. Non, ça peut faire un prochain live Twitch, ça peut être assez sympa, tu vois, de faire rencontrer Elisa. Mais c'était très inspirant sur comment elle développe sa combativité. Et notamment, elle a dit un truc, je rentre dans le vif du sujet. Mais un de ses premiers coachs, elle a été élevée dans une famille très positive, il n'y avait pas de violence, donc elle est tombée dans le MMA un peu par hasard, elle a fait du karaté pendant très longtemps. Et d'un coup, elle se retrouve à aller dans une salle, elle se trompe de salle un soir et c'est MMA et elle trouve ça génial. Et elle fait ses premiers combats et elle perd. Et elle est hyper résiliente, positive, donc elle revient et elle dit à son coach j'ai perdu, c'est pas grave, on passe au prochain. Et son coach lui a dit non, pas du tout, c'est très grave. Et il faut que tu apprennes, est-ce que ça t'a fait mal? Oui, c'était une défaite, il faut que tu apprennes à gérer aussi le côté des choses négatives qui t'arrivent pour en faire quelque chose de positif. Et en fait, ça m'a fait vachement réfléchir parce que moi, je suis aussi assez optimiste et je pense résiliente de toujours dire ne prends rien personnellement, passe à la suite. Et en fait, il faut accepter de temps en temps de s'apercevoir que des choses qui peuvent se passer dans ta vie personnelle ou professionnelle te font du mal, de passer du temps à y réfléchir de pourquoi ça t'a fait mal, pourquoi tu l'as mal vécu, pour derrière, évidemment, pas sombrer dans le négativisme et en faire
est tombé en dépression, mais de comment tu retrouves des ressorts pour te dire bah, ça m'arrivera plus jamais et je mets en place le dispositif pour que je revive jamais ça. Et ça a été le meilleur conseil qu'on lui ait donné, ce qui est complètement contre-intuitif. Moi j'étais là genre t'apprends à tes enfants de tendre la deuxième quand ils s'en prennent une première. Et donc du coup de plutôt être dans des choses très positives et très résilientes. Et je me suis dit c'est assez marrant de voir les choses aussi sous ce prisme-là. Et même en tant que manager du coup de se dire bah voilà quand tu vis des choses difficiles, de pas toujours jumper sur allez ça va aller, mais aussi d'accepter les choses qui sont difficiles et négatives pour trouver les ressorts de le transformer en positif. Tu viens de me spoiler le sujet, mais c'était hyper intéressant. Ça doit être une anecdote, 10 minutes après. Ouais, mais c'est pour ça que le live dure 4h30. Hein. Prenez à manger, voilà, prenez place, ça va durer un petit moment. Donc oui, le spoiler, c'est qu'aujourd'hui, notre sujet, ça va être c'est quoi être manager, c'est quoi être manager dans une boîte comme Le Bon Coin, et puis vous allez pouvoir aussi parler de vos expériences passées. Et puis on a un sujet sous-jacent à ça, c'est que voilà, je suis entouré de femmes aujourd'hui. C'est quoi être femme manager et quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer en tant que femme manager, femme qui accède à un poste de manager. On entend souvent parler du syndrome de l'imposteur, etc. Donc c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir discuter, débattre, échanger ce soir. Moi j'ai une petite question toute simple. Vous pouvez y répondre quand vous voulez. C'est vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite ? Est-ce que un jour, Elisa, tu t'es dit, je vais trop travailler dans l'intelligence artificielle ? Est-ce que déjà, quand tu étais petite, on parlait d'intelligence artificielle ? Non. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Tu es si jeune, bien sûr. Bien sûr, je suis hyper jeune. Non, déjà, en fait, j'ai mis très longtemps à savoir ce que je voulais faire. C'est assez marrant. J'ai une petite sœur qui, depuis super petite, à 4 ans, elle savait qu'elle voulait être médecin. Moi, j'étais là. À un moment, j'ai dit vaguement que je voulais être inventrice, photographe. Ça m'est passé assez rapidement. J'ai suivi... Mon père me disait, ma mère me disait, les études scientifiques, c'était pas mal, donc j'y suis allée. Puis finalement, au début, je trouvais l'informatique, vraiment, il ne fallait pas m'entendre parler. Quand l'ordinateur ne marchait pas à la maison, je le rebootais, parce qu'il était vieux, hein, c'est pour ça que je fais ce signe-là. C'était l'unité centrale, voilà. Et en fait, à la fac, j'ai eu des cours d'informatique qui étaient obligatoires. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas si mal que ça. Et c'est ça qui m'a aussi pas mal... là, je peux partir dans un autre sujet qui n'est pas du tout, pas du tout ça. Mais c'est pour ça qu'aussi, ça m'intéresse de parler de rôle de femme dans la tech. C'est parce que moi, je ne me serais jamais imaginée comme faisant de l'informatique, puis ensuite comme faisant de l'intelligence artificielle. Donc, encore moins, la réponse à cette question, Julien, qui est très longue, c'est non, je ne m'imaginais pas faire de l'informatique et je ne m'imaginais pas manager. Après, le côté humain et social m'intéressait pas mal. Donc finalement, je trouve que les data, on peut voir ça comme ça, parce que finalement, il s'agit de comprendre le comportement d'utilisateur pour en faire des améliorations, des fonctionnalités. Mais donc, ouais, non. La réponse, c'était non. Céleste, toi ? Alors moi, je voulais être chanteuse. Donc c'est raté pour l'instant. J'ai un micro, voilà, c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, donc merci pour... Je vais du coup vous chanter une petite chanson maintenant, voilà. Non, ouais, ça m'a duré longtemps, mais donc non, donc je suis pas chanteuse, et je suis arrivée un peu par hasard sur les réseaux sociaux. Après, je voulais travailler dans la culture, et puis j'ai fait un premier stage dans le cinéma, plusieurs, et puis le dernier stage que j'ai fait où j'ai été embauchée après, c'était une agence de com spécialisée dans le cinéma, et il se trouve que par hasard, à ce moment-là, il y avait de la place dans l'équipe digitale et plutôt aux réseaux sociaux. Ça s'est bien passé. C'était encore, je pense, aussi un moment où on se disait, les jeunes, ça va bien se passer, les réseaux sociaux. Heureusement, je crois qu'on commence un peu à se libérer de cet a priori de les jeunes savent gérer des stratégies réseaux sociaux et les plus de 25 ans ne savent pas le faire. Mais en tout cas, ça m'a arrangé bien à l'époque parce que c'est comme ça que j'ai eu mon premier job. Voilà. Trop bien. Alors, si vous me voyez échanger le micro avec Céleste, c'est parce que voilà, on partage le micro. Romaïssa, toi, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune ? Eh ben, étonnamment, moi, je rêvais d'être avocate. Toi, tu avais envie de plaider pour les gens, de défendre la veuve et l'orphelin. Moi, j'avais envie de défendre les gens. C'était un truc qui m'animait. Et après, j'ai découvert la partie administrative du métier. Et
certains le savent, s'il y a des personnes de chez LBC qui nous écoutent, que j'ai une petite phobie administrative. Et donc, à partir de ce moment-là, cette envie m'est passée. Non, mais sérieusement, en fait, ça a été un vrai déclencheur pour moi en me disant, mais je ne peux pas passer ma vie à gérer des papiers. Et ce n'est pas du tout fait pour moi. Et je suis passée à autre chose. Et je suis arrivée dans des choses un peu plus geeks parce que ça me plaisait beaucoup plus. Mais tu vois, c'est intéressant. Alors, t'inquiète pas, Amandine, on te demandera aussi Non, ce que non, tu mais voulais tout faire va bien, quand tu tout va étais plus bien. jeune. Non, mais c'est hyper intéressant parce que tu parles d'avocate. Alors, non pas que chanteuse voilà, et travailler dans l'informatique, ce soit en dessous. Mais là, tu parles d'avocate et de plaider pour les gens, de les défendre. Est-ce que ça a quelque chose à voir justement avec ce rôle de manager, d'être en tant que leader, de vouloir élever un peu les personnes? Je pense qu'il y a un côté porte-voix, oui, là-dedans, et un côté de comment on travaille ensemble pour que la situation aille mieux, vers une meilleure situation. Et je pense que c'était ce qu'il y avait sous la couverture d'avocate, c'était de se dire, ah bah tiens, je vais contribuer à faire quelque chose de meilleur. Et je pense que ça se retrouve effectivement dans le rôle de manager pour aider à ce que le quotidien des collaborateurs et des collaboratrices se passe mieux. Et ça se retrouve plus globalement, même quand on regarde ma carrière, souvent dans des entreprises qui servent à quelque chose. Amandine, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Écoute, j'ai eu plusieurs phases, mais jusqu'à assez tard, je voulais être astronaute. Je dis jusqu'à assez tard parce que j'ai fait une maths sup. Donc, ah ouais, vraiment loin, pour ça, quoi. tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Et puis en fait, autant les maths ça allait, autant physique c'était la cata. Et donc assez vite, je me suis dit, à l'époque, j'étais, parce que je suis âgée, c'était pas du tout évident de savoir ce qu'on allait faire quand on faisait des études d'ingénieur. Et à partir du moment où je me suis dit, mais en fait, astronaute, ça va pas le faire, bah, je me suis dit, je veux plus du tout être ingénieur, donc qu'est-ce que je fais en maths sup? Et je suis partie en prépa HEC. Donc c'était assez binaire, quoi. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas médecine? Parce que picousé à urgence et Grey's Anatomy. J'ai fait une journée porte ouverte dans un hôpital. Et là, j'ai vu des vidéos de trucs ensanglantés. J'ai failli tourner de l'œil au bout de 2 minutes. Donc, j'ai dit non plus. Donc, en fait, j'ai fait des non-choix. Et je me suis laissé les études et la liberté de pouvoir choisir plus tard. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une prépa HEC, une école de commerce. Et ensuite, que j'ai commencé par du conseil en strat. Ne sachant pas, je me suis dit que c'est là que je verrais le plus d'entreprises, le plus de problématiques, exposées à des dirigeants de boîtes en étant jeune, continuer à être formé. Et donc c'est pour ça que je suis partie chez Bain. Et alors c'est hyper intéressant aussi ce que tu disais sur ta volonté quand tu étais plus jeune de devenir astronaute, ensuite peut-être médecin, etc. À ton époque, est-ce que ouais, le à ton époque fait mal, Moi aussi, mais c'est j'appuie toi les qui a ordinateurs commencé, comme c'est ça, toi qui a voilà. commencé, tu vois, en disant je suis d'une autre époque, d'un autre âge, etc. Donc à ton époque, justement, quand on est une femme et qu'on dit qu'on veut être astronaute, qu'on veut être médecin, est-ce que on nous rionnait ou est-ce que tu as senti que quand même tu étais un peu encouragée? Comment tu as ressenti ça? Bah, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très libres et qui avaient envie que je fasse ce que je voulais. Je n'avais pas de rôle modèle dans le sens où je n'avais ni astronaute ni médecin dans ma famille, mais pas non plus des gens qui avaient fait des études. Donc en fait, ils essayaient de faire ce qui était le mieux pour moi, mais j'avais moi-même un fort niveau de responsabilité et certainement d'ambition, puisque je voulais faire des choses assez grandes. Et donc, de ma famille, j'étais poussée, j'étais encouragée. Quoi que j'aurais choisi, ils m'auraient soutenue. Donc ça, c'est quand même hyper important quand t'es enfant. Et donc non, je n'ai pas l'impression que, même à mon époque, on m'ait rayonné sur ces sujets-là. Bon, trop bien. Alors, juste, on prend évidemment des questions hein, sur le chat. Voilà, si vous avez des remarques à faire, donc il y a des gens qui disent plus sain pour la démo de chant, voilà, de Céleste. Donc il y a des gens qui vont attendre de t'entendre chanter. C'était une très très bonne idée, ton anecdote. Il y en a d'autres qui disent -1 pour l'administratif du métier d'avocat. Donc, a priori, tu as encore une voix pour toi. Okay. Peut-être Romaïssa. Allez. Si vous le voulez bien, on va commencer par la phase 1 de notre talk ce soir. On est à
un quart d'heure déjà. Donc ça va, on va les tenir les 4h30. Première question, c'est quoi pour vous être manageuse dans une boîte comme Le Bon Coin? C'est quoi être manager en 2024? Comment vous avez accédé à cette fonction et puis comment vous l'avez embrassée? Comment vous avez évolué? Quelles erreurs vous avez faites? Comment vous avez réussi à les régler? Voilà, on va discuter un peu de tout ça. N'hésitez pas, vous aussi, vous poser des questions entre vous. Moi, je prendrai parfois le micro à Céleste pour poser des questions qui puissent être dans le chat. Mais voilà, peut-être quelqu'un qui veut commencer sur sa vision du manager en 2024, de la femme manager en 2024. Romaïssa, je crois que tu hochais de la tête, donc Ok, c'est pour toi. C'est parti, c'est pour moi. Alors, manager chez Le Bon Coin, et chez Adevinta de façon globale, je trouve que c'est quand même un contexte qui est assez bien pour pouvoir progresser. Pour moi, être manager, en tout cas dans nos écosystèmes tech, c'est d'aider les équipes à aller plus loin, d'aider les équipes à se rendre compte qu'on a un impact au-delà même du Bon Coin, mais aussi sur la société, et aussi d'aider les équipes à aller vers l'objectif. J'ai souvent tendance à dire aux équipes que pour moi, c'est juste un titre quelque part, mais que je fais partie de l'équipe au sens où je les emmène avec moi et si ils réussissent, c'est souvent grâce à eux et s'ils échouent, c'est parce que j'ai mal fait mon job. Enfin, c'est comme ça que moi je vois en tout cas mon métier de manager au sein de l'organisation. Je trouve que le métier a vachement évolué entre le moment où j'ai commencé à bosser, à mon époque aussi, et maintenant. Je trouve que le métier a vachement évolué et je pense qu'on a aussi eu beaucoup de chance de pouvoir évoluer dans certaines organisations parce qu'on a vu ce qu'on ne voulait pas reproduire. Et ce que je vois maintenant, en tout cas dans des sociétés comme les nôtres et dans des entreprises comme les nôtres, est complètement différent de ce que j'ai vu au début de ma carrière où le manager était là pour... c'était de la délégation de tâches et du contrôle, là où aujourd'hui on est plus sur un objectif d'onboarder les équipes et de les aider. Et je suis plutôt contente avec cette vision-là et cette nouvelle façon de voir le management qui est encore une fois très propre à nos écosystèmes. Je te vois hocher la tête. J'ai vachement acquiescé. Non, j'étais d'accord avec plein de choses que tu as dites. La question, au départ, c'était c'est quoi être manager ici ici et ailleurs, ouais. Alors, moi, j'ai été manager, je suis devenue manager dans mon entreprise précédente et je pense comme pas mal de gens parce qu'en évoluant dans l'entreprise, au bout d'un moment, on considère que une des manières de te féliciter, d'évoluer, et parce que tu évolues, tu deviens manager. Et j'ai souvent entendu que c'était assez français. J'ai pas d'expertise sur comment ça se passe dans plein de pays, donc je ne sais pas. Mais en effet, c'est peut-être un peu dommage de se dire que forcément, évoluer à un moment, ça veut dire devenir manager, parce que je pense que c'est pas un passage obligé. Il y a des gens qui n'ont pas envie de l'être, et ça vient avec une formation aussi, je trouve. On se dit trop souvent que juste parce que tu fais ton travail depuis un moment, tu vas être un bon manager, alors que ça n'a rien à voir. Et ce que j'aime beaucoup au Bon Coin, c'est qu'on a une formation obligatoire quand on devient manager ou quand on prend un poste et qu'on est déjà manager. Et en fait, je trouve que ça nous donne des bases communes et une culture un peu du management commune. Alors évidemment, chacun s'en empare, comprend la formation aussi avec sa personnalité, sa sensibilité, mais je trouve que ça nous donne quand même un super socle commun et que c'est un super signal de dire on ne devient pas manager du jour au lendemain juste parce que ça fait longtemps qu'on fait bien son travail. Et donc voilà. Et pour moi, manager, en effet, je pense que tu parlais des erreurs qu'on a peut-être faites, et Romaïssa t'en parlait de cette vision un peu à l'ancienne du management, de ces délégués des tâches. Je pense que c'est peut-être des choses que j'ai faites au début quand je suis devenue manager, quand même plutôt au début de ma vingtaine, donc j'étais assez jeune. Et aussi, je crois que la deuxième chose dont je me suis débarrassée, c'était d'essayer soit de faire ce qu'on me disait de faire en tant que manager, et j'étais pas à l'aise avec ces choses-là, et je crois que ça se voit. Enfin, en plus, moi, je suis pas une super actrice, donc quand on n'est pas à l'aise avec quelque chose, voilà, c'est ça. Moi, je suis une super chanteuse, je vous montrerai tout à l'heure. Donc du coup, c'est difficile de faire redescendre des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise soi-même. Et donc ça, j'ai arrêté de le faire, ou en tout cas, je travaille sur comment je vais redescendre des infos que j'aime pas à mon équipe, mais je me force plus à avoir des comportements, ou aussi presque à jouer un rôle. On parlait de cinéma tout à l'heure, je trouve qu'il y a eu une image un peu comme ça glacée de ce que c'est qu'un manager, peut-être une femme manager, un truc qui a été hyper imprimé dans les années 80, derrière des grandes vestes comme ça et tout. Et ben en fait, on n'est pas obligé donc de se détacher de ces choses-là pour arriver à faire évoluer en fait son équipe, les faire grandir. Et j'aime beaucoup ce que tu dis aussi on fait partie de l'équipe des personnes qu'on manage. Voilà, bon, j'ai plein d'autres choses à raconter, mais je passe le micro.
Alors oui, tu me passes le micro en plus, mais Elisa, Amandine, si vous voulez peut-être rebondir là-dessus. Non, moi, je trouve quelque chose de très vrai, c'est pour devenir manager, il faut avoir l'envie. Et c'est hyper important. Je rejoins Céleste, c'est pas parce que tu fais bien ton métier en tant qu'expert. Souvent, la promotion qu'on te donne, c'est de gérer des équipes. Moi, en plus, on m'a permis de le faire. J'avais envie, donc j'attendais ça et je l'ai fait assez vite, assez tôt. On pourrait y revenir, mais dans un univers où c'était notamment un changement de job, où du jour au lendemain, je gérais 50 personnes plus âgées que moi, des profils complètement différents, assez atypiques, donc syndrome de l'imposteur énorme. Mais j'avais envie, mais je n'ai pas été accompagnée du tout de comment il fallait faire, comment il fallait se comporter, c'était quoi les bonnes pratiques. Mais donc, je pense que la chose la plus fondamentale, c'est déjà d'avoir envie. Et envie de quoi? Envie d'être dans un humain de proximité très fort. Ce qui a évolué, je pense, c'est la capacité à avoir dans ses équipes des gens qui sont potentiellement plus forts que soi. Ou évidemment un peu dans les stéréotypes, tu peux te dire je suis manager, c'est moi qui décide de tout, j'impose une vision. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt un rôle qui est un peu un pas de côté, c'est-à-dire évidemment, il y a souvent cette image du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il est là pour faire en sorte que l'alchimie prenne entre les différentes forces, mais il ne joue pas mieux du violon que le premier violon et il ne joue pas mieux du hautbois que le spécialiste du hautbois. Donc voilà, donc l'idée c'est d'avoir des gens très forts chez soi. Je pense qu'un bon manager, c'est la capacité à s'entourer vraiment de personnes complémentaires et hyper bonnes. Et donc ça, c'est un peu contre-intuitif, je pense, historiquement. D'avoir peur un peu, d'avoir des gens plus forts que soi en dessous qui allaient te bouffer ton job. Peur de perdre sa place et de se dire mais je suis pas assez compétent pour eux ou autre. Ouais, et ça, je trouve que ça, c'est de moins en moins vrai, et surtout, c'est ce qui fait un peu le bon et le mauvais chasseur, le bon et le mauvais manager, et que dans l'écosystème des boîtes tech, évidemment, c'est beaucoup plus vrai. C'est des boîtes qui sont quand même beaucoup moins hiérarchiques, avec un sens de la pyramide. C'est quand même des choses qui sont beaucoup plus plates, et dans lesquelles, du coup, on a cette vraie possibilité d'avoir des vrais experts autour de nous pour faire en sorte que ça marche. Et tu vois, ce que tu disais, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'en plus on n'a pas mis dans... On a un document de cadrage qu'on s'est partagé pour discuter des sujets. Je trouve que quand on a la vision de manager, en plus en 2024, un manager, ça doit être un leader. Ça doit être quelqu'un qui va faire avancer son équipe, qui va justement connaître ses sujets, etc. Et toi, ce que tu dis, c'est qu'aussi le manager, il n'a pas forcément besoin d'avoir ce tempérament ultra leader, mais plutôt d'être le liant en fait entre tout le monde. Est-ce que tu dirais que c'est plus important de faire le liant, ou c'est plus important d'essayer d'emmener ses équipes vers le plus haut, ou est-ce que l'un va avec l'autre? Il faut avoir plusieurs jambes quand on est manager, mais ce qui est sûr, c'est que moi, si je prends mon cas personnel, évidemment que j'ai la curiosité qui me fait m'intéresser au sujet et que tu as besoin de comprendre en détail de quoi il s'agit pour aussi être pertinent et être ne serait-ce que légitime dans les yeux de ton équipe. Mais moi, je me suis toujours retrouvée à être manager d'équipes dont j'avais jamais fait leur métier. Je connaissais pas précisément ce qu'ils faisaient. Et donc, j'ai appris en même temps comment je mettais en route la mécanique pour tirer les équipes vers le haut, les faire progresser, atteindre des objectifs et faire en sorte que ça se passe bien. Et en même temps, apprendre concrètement ce qu'ils faisaient pour être la plus pertinente possible dans les plans d'action que je pouvais mettre en place. Mais donc, c'est pour ça que c'est assez... contre-intuitif de penser que parce que tu es l'expert et que tu vas grandir, la promotion, c'est de gérer des gens. Et en fait, c'est quand même un rôle assez différent. Ouais, bien sûr. Si tu n'as pas l'envie, c'est abominable, je pense, vraiment. Et moi, je me suis retrouvée à souvent, quasiment tout le temps, être manager de métiers que je n'avais jamais fait.
On y reviendra à ça aussi, le fait d'être manager et puis à un moment de se dire mais en fait j'ai pas du tout envie d'être manager, je préférais mon job d'avant où j'avais moins de responsabilités ou de comptes à rendre. Elisa, on t'a pas entendu là-dessus, qu'est-ce que tu as à nous dire? Je rejoins un peu ce que vous dites toutes. J'aime bien, on a souvent entendu la métaphore du chef d'orchestre. Moi, ce que je trouvais dur, en tout cas par rapport à mon métier d'avant, c'est-à-dire je commence, tu faisais de la data science ou de l'engineering, en fait, tu mets en place quelque chose, tu vois direct le résultat. Là, c'était un chef d'orchestre où tu entends l'orchestre, le résultat de l'orchestre peut-être deux mois après, quoi. Genre, c'est pas si facile quand... Évidemment, je vous rassure, quand je dis à mon équipe de faire un truc, ils ne me le font pas 2 mois après. Mais quand on met en place des stratégies pour rajouter de la cohésion d'équipe, c'est pas parce qu'on a fait une rétro cette semaine que la semaine d'après, c'est bon, tout est réglé, quoi. Donc ça, j'avoue que ça a été une vraie complexité dans mon travail. Je rejoins aussi la partie expertise. Je pense qu'il y a encore un certain temps, on ne parlait pas de notion d'expert. Et d'ailleurs, chez Le Bon Coin, et j'en suis assez contente, il y a un career framework, en tout cas dans les équipes techniques. Et en fait, il y a des levels. Donc en fait, on peut évoluer en tant qu'expert technique. Et ce n'est pas la même track que la track management. Et du coup, on les sépare. Et ce qui veut dire... augmentation de rémunération, augmentation de responsabilité, et ça, on sépare bien les deux. Ce qui permet, j'espère, d'éviter d'avoir des gens qui montent parce qu'ils ont envie de monter et d'évoluer, ce qui est tout à fait légitime, et qui se retrouvent dans un rôle de management qui ne leur correspond pas. Moi, j'avoue que quand j'ai commencé aussi très jeune le management, peut-être trop d'ailleurs. J'avais 2-3 ans d'XP et je me suis retrouvée manager parce que dans mon entreprise, la data, elle avait explosé. Et en fait, mon manager s'est passé de 2 à 8 personnes assez rapidement. Et donc, on m'a dit, est-ce que tu veux être manager ? Manager, pour moi, c'était une promotion. J'ai dit oui, j'ai pas vraiment réfléchi. Après, je me suis retrouvée dans le truc. J'étais là, waouh, il y a plein de choses. Tu essayes de faire comme ce que tu as vu ou ce que tu veux pas faire. Tu prends un peu un mix de partout. Je suis pas sûre que ça donne un truc. Je pense que c'est pas le meilleur truc possible. Et je rejoins tout à fait Céleste là-dessus sur le fait d'avoir des formations de management. C'est vraiment hyper important. C'est vraiment des process. Je l'ai refait au Bon Coin. Je l'avais déjà fait avant dans mon ancienne entreprise. Là, je l'ai refait au Bon Coin. On passe 8 jours ensemble, assez séparés. En plus, on est avec d'autres managers, donc on échange des pratiques. On peut rigoler, mais aussi on peut partager des situations qui nous sont arrivées. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que franchement, se baser juste sur ce qu'on voit, ce qu'on ne veut pas faire, je ne pense pas que ça soit suffisant. Et il y a une vraie théorie derrière et un vrai métier. Moi, je trouve que en réécoutant un petit peu, il y a quand même pas mal de sujets en commun. Il y a un des trucs que j'ai adoré, que tu as dit, Céleste, c'est j'ai voulu faire mon propre style de management et pas reproduire exactement. Et je trouve que par rapport à ce que j'ai connu il y a plusieurs années où les managers étaient très standardisés, souvent des hommes avec des chemises bleues qui avaient tous le même style de management, aujourd'hui on peut avoir une diversité dans qui peut être manager. Et ça, c'est hyper cool parce qu'on apporte une touche et une façon beaucoup plus différente d'aborder les choses et beaucoup plus complémentaire dans ce cas-là. Et l'autre point qui est un peu complémentaire, c'est de se dire, et je te rejoins sur les formations qu'on a en management chez Le Bon Coin, elles sont cool parce qu'elles permettent d'interagir et c'est pas juste une succession de slides qui nous explique voilà le jour 1 quand tu as une équipe, voilà ce qu'il faut faire, le jour 2, voilà le jour 30, mais là c'est plus des outils qui nous permettent d'avoir un langage commun et un vocabulaire commun qu'on partage même avec les équipes parce qu'il y a une partie de la formation qui est accessible aux équipes sur la partie process.com, donc on a tous un vocabulaire commun et je trouve que c'est ce qui change vachement la donne. Et pour revenir sur tout ce qui est formation, moi je trouve que la chose qui a été un déclic pour moi, c'était plus le coaching en individuel où quand tu es propulsé manager d'une équipe et surtout manager de tes anciens collègues, c'est un peu complexe parce que syndrome de l'imposteur, parce que je veux montrer ma légitimité, parce que faut que je continue à montrer que oui, j'ai progressé parce que j'étais la meilleure. Complètement faux. Et donc, 1 an de coaching plus tard, on comprend que c'était absolument pas ça et qu'il fallait trouver d'autres méthodes. Et je trouve que
pour moi, j'highlight vraiment ce que tu as dit, où c'est chacun son style et exactement ce que disait aussi Amandine, on a plusieurs jambes. On a un mix de choses, mais chacun sera manager d'une façon complètement différente. Comment tu le vis, ça, justement c'est une question intéressante. Comment tu le vis, le fait que tu as noué des liens avec des gens qui étaient, on va dire, au même niveau que toi? Alors, pas du jour au lendemain, mais d'un coup, tu te retrouves manager. Tu dois savoir leur dire les choses quand c'est bien, quand c'est pas bien. Est-ce qu'il y a évidemment une notion d'affect, et comment tu arrives à gérer cet affect-là? Moi, je trouve que l'affect fait partie de la relation. In fine, il est là, donc faut savoir le gérer. Et j'ai souvent des conversations franches en disant ouais, la situation est telle qu'elle est. Il y a des moments où on va pas être d'accord, il y a des moments où on sera peut-être dans un conflit, mais je préfère qu'on garde la relation humaine qu'on avait et qu'on continue à se dire les choses. Mais c'est pas évident. La première fois que je l'ai fait, c'était mon premier job de manager, je n'étais pas du tout prête à ça. Maintenant, quelques années après, j'ai apporté ma touche et j'ai pas standardisé en disant il faut créer de la distance parce que tu n'es plus membre de l'équipe et tu es manager. C'est OK, on est dans cette situation, comment on fait pour bien travailler ensemble et qu'est-ce qui te plaît moins, et on s'en parle parce qu'avant tout c'est une relation humaine, c'est pas une relation de manager à manager. On va faire un petit instant promo juste pour vous dire que là, donc vous voyez Le Bon Coin Tech ici, on a 2 personnes qui viennent de Le Bon Coin Tech, on a Le Bon Coin qui est juste là, donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur les pages LinkedIn, X maintenant, puisqu'il faut dire X. Et puis aussi, Le Bon Coin fait partie d'Adevinta, qui est un groupe, un très gros groupe européen. Adevinta qui a eu un rebranding d'ailleurs il y a pas très longtemps, donc n'hésitez pas à aller nous suivre aussi Adevinta sur LinkedIn, ça fera plaisir à Céleste. Et en fait Adevinta, ça m'a emmené une question, parce que là on parle d'affect, on parle de gens qui sont plus compétents, etc. Mais une chose dont on n'a pas parlé dans notre document de cadrage et qui est dans le cœur en ce moment de Le Bon Coin d'Adevinta, c'est comment on fait pour travailler avec des gens qui sont d'une autre nationalité, qui ont aussi des autres affects. Je vois qu'Amandine, tu rigoles bien, tu fais une passe D à Romaïssa, mais comment on fait pour travailler avec des Espagnols, des Italiens, des Portugais, des Belges, des Flamands, des Wallons, des Allemands? Comment, voilà, qui veut aborder le sujet? Si quelqu'un a la réponse, je suis preneuse. Oui, tu peux commencer. Parce que justement, je voulais le dire aussi pour ta question de c'est quoi être manager en 2024. Enfin, je pense que effectivement, c'est vraiment au cœur de nos problématiques parce qu'on fait partie d'un groupe européen, mais que de toute façon, le développement des technologies fait qu'on peut aujourd'hui manager une équipe à distance, qui était moins le cas. Enfin, c'était différent. Moi, je sais que mon beau-père, il manageait comme ça une équipe internationale dans les années 80, mais ça veut dire que tous les mois, il allait les voir dans leur bureau. Enfin, évidemment, ça se fait différemment aujourd'hui. Il y avait des fax, enfin, il y avait des trucs incroyables. Mais en effet, moi, par exemple, pour parler de mon cas personnel, mon équipe, j'ai personne à Paris. Donc j'ai eu une sorte d'entraînement avec le Covid, c'était différent, mais je trouve que ça a été hyper intéressant en tant que manager de vivre le Covid. Et au Bon Coin, on était vraiment beaucoup en présentiel avant le Covid, donc on était là 4 jours au moins par semaine, voire en général 5, donc on se voyait tous les jours, donc il y avait tous les rituels qu'on connaît par cœur, de prendre le café ensemble, de déjeuner ensemble, tout ça, ça a disparu du jour au lendemain. Et du coup, il a fallu réinventer en tant que manager ces rituels-là, et en fait, ça m'a beaucoup amusée, moi. Enfin, j'ai trouvé que c'était un exercice hyper intéressant, et de comment on travaille sur notre messagerie interne. Et à ce moment-là, moi, j'ai créé plein de rituels qui me servent encore aujourd'hui, maintenant que je manage une équipe qui est plus dans le même pays que moi, de prendre le temps, c'est bête, mais de se dire bonjour tous les matins, par exemple, parce qu'en fait, on le fait quand on est au bureau, et du coup, moi, je trouve ça hyper important. Enfin, on commence toujours la journée en se disant bonjour, pas forcément 1000 ans, mais on se racontant un peu comment s'est passée la soirée. On se dit toujours au revoir avant de partir, et c'est pas du tout l'idée de pointer. C'est ok de dire au revoir à 17h parce que ce jour-là on part à 17h, mais juste d'avoir ces réflexes-là, parce que si on se voyait en vrai, ça serait évident. Enfin, personne part sans dire au revoir. Et du coup, je trouve que voilà. Et au-delà de ces petites choses toutes simples, c'est comment on fait des réunions et on prend le temps aussi de se parler, d'échanger plus sur des sujets perso si on en a envie. On parlait de style de management, et moi c'est rigolo parce qu'on s'est dit avec les personnes de mon équipe au début qu'en fait on était toutes, on overshare, on partage trop, et on avait ça en commun. Du coup on s'est dit bon bah en fait c'est super, et donc au lieu d'arrêter de s'excuser, ce que j'ai fait longtemps, d'arrêter de m'excuser de beaucoup partager comme je suis en train de le faire là, et tu vas me reprendre le micro, bah en fait de se dire c'est super, on a toutes besoin de ça, donc on va le faire et on va overshare
tout ensemble. Et du coup, c'est aussi comment on prend le temps dans la semaine de ne pas avoir que des réus, parce que c'est difficile quand c'est des réus en visio, de ne pas parler que de boulot, mais d'avoir aussi des moments où on arrive à parler du perso, et ça nous aide et ça nourrit aussi nos journées. Voilà, sur le côté interculturel, c'est hyper intéressant, c'est très complexe. On se partage pareil dans les cultures un peu, enfin les bases culturelles communes. Il y a un livre qu'on se passe beaucoup ici, qui est dans nos bibliothèques, qui s'appelle The Culture Map, qui est hyper intéressant, qui est une base comme une autre, qui peut être challengeable, mais qui je trouve est hyper utile. Et puis, il y a, donc tu le disais, on est dans plusieurs pays d'Europe, et ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a plein de gens qui viennent pas du pays où ils travaillent. Donc moi, par exemple, dans mon équipe, personne ne vient du pays où ils travaillent. Donc en ce moment, dans mon équipe, par exemple, j'ai une personne mexicaine, mais qui est à Barcelone, une personne argentine qui est à Amsterdam. Donc c'est, je sais pas si on peut parler d'intersectionnalité dans ce cas-là, mais bon, enfin, je veux dire, il y a une culture map qui est un peu complexe, et c'est hyper intéressant. J'ai pas de réponse concrète, mais je trouve ça hyper intéressant de lire et de s'écouter beaucoup, quoi, d'essayer de comprendre quand on commence à travailler ensemble, d'essayer de comprendre ce qui marche pour la personne. Par exemple, dans mon équipe, j'ai une personne qui est hyper visuelle, qui me l'a dit dès le départ, et ça m'aide vachement pour manager cette personne, de savoir que au lieu de parler comme je le fais là, sans aucun support, je vais essayer d'illustrer ce que je lui dis, de dessiner des trucs sur des slides. Et en fait, ça aide vachement et ça débloque plein de choses. Et d'autres personnes ne vont pas du tout fonctionner comme ça. Donc, mais c'est complexe parce qu'il y a les strates culturelles et puis après, il y a la personnalité. Tous les Mexicains ne travaillent pas pareil. Et voilà, donc c'est hyper intéressant, mais j'imagine que c'est le travail d'une vie. Et je te reprends le micro, effectivement. Amandine, Elisa, si vous voulez rebondir dessus, ou alors on a une question que je peux prendre dans le chat. Alors moi, c'est un peu particulier, en tout cas chez Le Bon Coin, c'est que je suis dans un environnement évidemment international à partager avec énormément de personnes du groupe, où qu'elles soient, et les autres general managers des autres pays, mais je gère les équipes France. Donc j'ai cette chance. T'es vraiment tiraillé, toi, ouais, entre les deux. Ouais. Moi, je trouve que c'est évidemment d'une grande complexité, mais une force incroyable. C'est vraiment ce que nous apporte Adevinta par rapport aux personnes qui sont chez Le Bon Coin depuis un certain temps. De la complexité, parfois un peu de perte de pragmatisme, mais aussi énormément de choses positives dans les opportunités boulot, dans la mobilité possible des gens qui veulent aller bosser ou qui veulent d'ailleurs un peu dans les géographies du groupe. Et ça force aussi à s'ouvrir sur le monde et à ouvrir les chakras et à se poser les questions de comment justement je n'interprète pas exactement de la même manière. En fait, ce qui change le plus, je trouve, c'est les signaux faibles qu'on arrive à interpréter. Alors, d'autant plus quand on se voit physiquement. Il y a déjà la visio qui a mis à mal comment va ton collaborateur. Vraiment, quand quelqu'un ne va pas bien au bureau, tu arrives à le voir assez vite. Par visio, c'est déjà plus compliqué. Et quand en plus, tu n'as même pas la même lecture des signaux faibles, parce que culturellement, c'est différent. Donc, il faut être hyper attentionné. Et je trouve que ça nécessite un niveau d'attention bien supérieur quand tu gères des équipes et à distance et de différentes cultures. On va essayer de prendre une question dans le chat et pour amener un peu d'interactivité. On est sur Twitch, donc on est là aussi pour discuter avec vous qui êtes en train de nous regarder. On avait une question de Litia qui revenait pendant que tu parlais de ce rôle de manager, de cohésion, etc. Le rôle de manager, c'est aussi de faire évoluer et grandir. Et comment tu peux apporter quelque chose en tant que manager à une personne que tu considères meilleure que toi ? Tu vois, concrètement, la personne, factuellement, elle est meilleure que toi. Qu'est-ce que tu vas pouvoir lui apporter ? Parce que de toute façon, tu es son manager. En fait, ce que moi je vais essayer de faire, en général, quand je dis elle est meilleure que moi, c'est sur une expertise donnée. Donc évidemment, ça m'est jamais arrivé je suis pas entrepreneuse, donc de créer de la page blanche. Mais quand je vais aller chercher des compétences, si à un moment donné il y a une place qui est vide, évidemment que je vais essayer, je sais pas, sur marketing, d'aller chercher le meilleur responsable marketing et tester plein de choses pour que ça fonctionne en tant qu'expertise. Après, il faut qu'il y ait un fit. C'est hyper important au Bon Coin. Il y a une culture qui est très forte. On le dit dans beaucoup de boîtes, mais c'est vrai qu'au Bon Coin, c'est particulier. Et de s'assurer qu'au-delà de l'expertise qui est fondamentale, c'est que culturellement, ça va aussi matcher avec ses collègues. Et donc moi, là où j'essaie d'apporter, c'est pas tant sur
l'expertise, même si je vais le pousser à rester ouvert sur le monde par exemple, à parler avec des gens de l'extérieur, parce qu'il y a aussi parfois une volonté de se recentrer sur soi-même. Donc c'est comment je vais pousser cette personne si elle était, c'est pas des cas réels, hein, mais si elle n'était pas à l'aise à aller prendre la parole dans des tables rondes ou à participer à certains shows à l'extérieur, à des meet-up, comment on va pousser et sur quelles compétences on va pouvoir travailler. Et sur toute la partie plus soft skills. C'est-à-dire que c'est peut-être un très bon expert, mais dans sa capacité à gérer les équipes, à se développer dans le groupe, à s'exposer à l'international. En fait, il y a plein d'autres choses que son expertise pure. Ou évidemment que sur le marketing, je ne suis pas CMO, donc en fait, bien sûr que la personne va être beaucoup plus forte que moi. Mais à côté, il y a plein d'autres choses qui fait qu'on réussit, on se sent bien dans une vie d'entreprise. Et c'est là où je vais avoir espoir de lui apporter des choses. Et je pense que je suis complètement d'accord avec toi sur la partie soft skills, mais même sur la partie hard skills. Un des premiers trucs que j'ai dit à mon équipe quand je suis arrivée chez Le Bon Coin, c'est... Alors attends, Elisa, juste soft skills, hard skills, pour les gens qui nous regardent et qui ne sauraient pas ce que ça veut pas dire. De problème. Donc hard skills, par exemple, moi, manageant une équipe de machine learning engineer, encore un terme technique, donc de personnes qui font de l'intelligence artificielle, je ne suis pas aussi calée qu'eux en intelligence artificielle, sachant que les gens de mon équipe, ils vont à la fois connaître la partie intelligence artificielle, mais l'idée c'est qu'ils produisent des produits des AI, et donc du coup il y a aussi une grosse partie engineering. Cette partie engineering, moi je ne l'ai jamais faite, ou alors beaucoup moins poussée que eux. Et un truc que je leur ai dit dès le début, c'est je connais moins que vous, par contre je pense que je peux poser les bonnes questions. Et quelquefois, même sur quelque chose qui n'est pas dans ton expertise, tu vas poser une question où tu n'as pas la réponse, mais en fait, c'est avec ce cheminement de pensée que tu vas amener la personne que tu manages à trouver les réponses par soi-même. Ouais, tu les emmènes à réfléchir vraiment autrement, de par ton ingénuité, on va dire, d'arriver sur le sujet, de dire tiens, moi je sais pas, donc explique-moi pourquoi. Peut-être qu'ils vont se dire ah oui, c'est vrai, on a toujours fait comme ça, mais en fait, on pourrait faire différemment. Alors ça peut être l'ingénuité, ça peut être penser à un détail auquel n'ont pas pensé, parce que toi, comme eux, ils voient tout le détail, toi, tu vas potentiellement voir... la vision globale, ouais. En gros, peut-être en tant que manager, t'es un peu bon partout, mais t'es jamais expert nulle part. Et c'est cette vue globale qui va te permettre de potentiellement voir des points d'attention que eux ont oubliés parce qu'ils étaient complètement dans le truc, quoi, ce qui est normal. Donc je pense qu'il y a là-dessus, il y a sur la partie... apprendre sur la communication, il y a aussi sur la collaboration avec tout le monde, ramener du contexte métier, ramener du sens. Je pense que c'est important pour faire développer quelqu'un de et même c'est, tu vois, comment tu donnes les conditions pour que cette personne, elle soit à son plein potentiel et qu'elle se projette longtemps dans l'entreprise. Donc en fait, tu as un côté énormément de donner de la vision à long terme, donner du sens aux choses qui sont faites, d'interconnecter les choses, parce que sinon, il y a des silos qui se créent. Les expertises, c'est plutôt, on va dire, quand même vertical. Et toi, tu arrives avec cette couche de 1, tu déscopes, et 2, de transversal, où justement, tu vas donner le cadre pour que chacun donne le meilleur et qu'au final, le collectif arrive à quelque chose de plus grand que la somme des parties. Et pour revenir juste sur hard skills, soft skills, en gros, hard skills, c'est le savoir-faire, et soft skills, c'est le savoir-être. Voilà, c'est comment on se comporte dans une entreprise. Magnifique. Merci. Est-ce que ça nous fait passer à la deuxième partie ? On a 3 parties. On est déjà à 45 minutes de live. Voilà, donc félicitations. Il nous reste quoi ? 3h15, c'est bon. Donc la phase 2, on va passer sur un sujet qui vous concerne forcément. Et puis moi, justement, je vais vous poser des questions en tant qu'homme. Vous êtes toutes les 4 des femmes. Et comment on fait quand on est une femme dans une entreprise, Le Bon Coin ou n'importe quelle entreprise du numérique, comment on se sent en tant que manager, quelles sont les difficultés, quels sont les avantages que vous avez eus en étant femme. Moi, je vais vous dire, je me fais l'avocat du diable. On entend souvent
principalement des hommes, dire voilà, non mais elle a eu ce poste-là, elle est manager parce que ci, parce que ça. Voilà, on est à 1 heure de grande écoute, donc on va rester soft. Mais comment on gère ces choses-là? Parce que c'est certain que vous l'avez vécu. Et puis comment vous avez géré aussi des gens qui ne supportaient pas et qui ne voulaient pas être managés par des femmes. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience, peut-être des anecdotes? On va pas faire de name dropping, on se l'est dit avant, mais voilà, des choses que vous pourriez dire d'expérience là-dessus, et puis des choses que vous avez fait que vous ne referiez pas, des choses que vous voulez mettre en place pour la suite. Et pour commencer cette seconde phase, en fait, je vais vous poser une petite question un peu on va dire culturelle. Quand on vous a dit, vous allez passer manager, pour vous, le manager, c'était quoi? Parce que moi, donc on est tous de la même génération, on est tous vivants devant le Twitch, et donc oui, moi je me dis, la vision du manager, c'est au cinéma, les films américains avec les hommes, mais ce que tu disais, Romaïssa, voilà, les Mad Men, un peu la cravate comme ça, ils sont tous avec la clope au bec, et puis les femmes, c'est les assistantes, voilà. Il y a cette vision culturelle qui, je trouve, a quand même beaucoup changé doucement, tu dis? Heureusement. Ah, heureusement. Qui a heureusement changé dans nos biens culturels désormais. C'était quoi votre vision du manager quand on vous a dit que vous alliez être manager? Et puis ensuite, on discutera justement de vos expériences de femme. Qui veut commencer? Romaïssa, je te vois. Je réfléchissais et au moment où on m'a proposé un job de manager, j'avais pas de vision claire sur ce que c'était. C'est un peu ce que tu disais. Tu pilotes l'équipe et tu fais en sorte de continuer ton travail en pilotant l'équipe. Enfin, c'était vraiment ça que j'avais en tête. Et c'est une vision hyper junior du job. Hein. Tu continues à faire ce que tu fais et en plus, tu encadres d'autres personnes et tu fais en sorte qu'on continue à avancer et à délivrer à ce moment-là. Ma vision a beaucoup évolué entre-temps, mais en fait, je pense que ma vision du job et le job, je l'ai construit au fur et à mesure. Le D-Day, c'était ok, allez go, c'est une opportunité et comme disait Amandine, c'est hyper important de le vouloir parce que en fait moi c'est ce que j'appelle souvent l'envers du décor quand j'ai des personnes qui me disent je veux absolument être manager, je fais ok. Moi on m'a pas expliqué l'envers du décor donc je vais vous l'expliquer en avance de phase et effectivement il y a des aspects hyper positifs et on peut avoir de l'impact et on peut continuer à agir, mais il y a tout ça aussi auquel on n'est pas forcément préparé. Et maintenant, moi, je le donne en grille de lecture première aux personnes qui m'expliquent qu'elles veulent évoluer. Et je trouve ça toujours top de faire évoluer des personnes, mais je préfère maintenant donner le fameux envers du décor c'est pas aussi simple. Et ça va complètement changer ton quotidien. Là où moi, je pensais qu'au début, c'était je vais continuer à faire ce que je fais et puis on va manager l'équipe. Et en fait, pas du tout. Et il y a un peu plus d'administratif quand même quand tu es manager. Exactement, je confirme qu'il y a beaucoup plus d'administratif. Non, il y a aussi toute la charge émotionnelle qu'on se prend, parce que comme tu disais, parfois tu deviens manager de tes collègues, donc il y a tout ça. Il y a le fameux syndrome de je veux continuer à hyper bien faire mon boulot, donc le syndrome de la bonne élève, que moi j'ai eu très très longtemps, et du coup on commence à s'épuiser. En fait, si on n'est pas prêt à ça, les premiers mois, on peut vite être face à un job qu'on n'aime plus du tout, alors qu'on adorait le précédent. Et pour moi, le début est hyper important. Et la définition du management est propre à chacun et chacune. Mais pour répondre à ta question, moi, au début, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai toujours voulu être manager parce que je voulais progresser. Et pour moi, c'était un signe de progression. Et go, quoi. Bon, après, je fais souvent ça. Hein. Moi, j'y vais, après, je vois ce qui se passe. C'est mon tempérament aussi. Non, ouais, moi je crois que j'ai pas. C'est intéressant en fait de se poser ces questions et d'essayer de post-rationaliser les choses, mais en fait, je crois que j'ai jamais trop réfléchi même au genre de est-ce que ça allait me poser un problème en tant que femme d'être manager. J'étais manager quand j'étais en conseil, mais mon premier, on va dire, vrai rôle de manager du jour au lendemain à gérer des équipes qui étaient très différentes de moi, c'est quand je suis arrivée chez Casino, donc boîte de retail alimentaire, très masculine. Mais jamais je me suis dit, ça va poser un problème que je sois jeune, que je sois une femme. Parce que je pense que si j'avais donné corps à ça, j'aurais été tétanisée et j'y serais jamais allée. Hein. Donc heureusement que je pense que je suis plutôt du genre à foncer et parfois et à réfléchir après. Après, évidemment que j'avais envie de réussir et faire en sorte que ça marche bien.
Moi, je crois que j'avais envie, en tout cas dans ce premier rôle-là, de me dire, c'est eux qui savent. Donc j'arrive avec énormément d'humilité. Comme je disais, j'ai pas fait leur métier, j'ai pas leur expérience. Il y avait des gens qui venaient du magasin, qui étaient plus proches de la retraite que du début de carrière. Et donc je vais m'appuyer sur toutes ces forces et comprendre justement les forces de chacun. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était qu'on leur donne de la vision. Et où est-ce qu'on allait aller et comment on allait y aller. Et en fait, clarifier le cadre dans lequel après ils pourraient s'éclater. Évidemment, mettre les bonnes personnes aux bons endroits, tout le monde voulait bouger, faire progresser quand tu peux les salaires. Mais voilà, et donc tu passes quand même, à la fois il te faut des quick wins, de régler des vrais sujets qui étaient des vrais irritants. Et assez vite, en fait, si tu as un peu de jeu de jambes, tu arrives à régler des choses et voilà, donc tu gagnes aussi toi en légitimité. Mais surtout, clarifier là où tu veux aller et comment on va y aller tous ensemble en s'appuyant sur les forces en présence. Et en fait, pour moi, c'était ça être manager et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est pour ça que la greffe a pris, je pense, dans les différents rôles que j'ai pu avoir quand j'ai changé sans avoir toujours fait les métiers d'avant. Et beaucoup d'écoute, quoi. Beaucoup d'écoute, beaucoup d'humilité. Je pense que c'est ça la clé un peu du succès au départ. Et beaucoup d'envie, on en a déjà parlé, qui fait que la mayonnaise prend. Mais est-ce qu'en tant que femme, tu as ressenti quelque chose? Alors, j'ai pas envie de te tirer les verres du nez et que vraiment tu me dises... Non, mais attends, on peut en parler vraiment. Moi, c'est un sujet qui m'anime profondément. C'est pour ça que je suis investie à Elles sont le Bon Coin, que je suis sponsor de l'ERG Women at Adevinta, que j'ai fondé moi-même un réseau de femmes dirigeantes dans le retail, que j'ai rejoint un réseau de business angels pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin, alors que, on va se dire les choses franchement, il ne m'est jamais rien arrivé de près ou de loin où j'ai senti une discrimination à titre personnel. Mais c'est pas pour ça que les chiffres ne sont pas édifiants et que je vois pas que certaines femmes sont pas du tout dans la même situation que la mienne. Parce que moi, je ne me suis pas posé de questions, parce que moi, j'ai toujours cru possible d'avoir des enfants pas malheureux, voire très heureux, un conjoint et un gros job, et que tout ça allait marcher, et que je suis aussi dans l'action permanente qui fait que à part si c'est criant que ça se passe pas bien, mais ce que je veux dire, c'est que j'avance et les choses se font. Et je me suis jamais mis d'auto-limite, je me suis jamais eu l'effet, je sais pas, plafond de verre dont on pourra parler. Donc voilà, mais maintenant je suis pas dupe du fait que c'est pas parce que ça m'est pas arrivé personnellement que c'est un cas général. Et bon, les chiffres sont assez édifiants sur le nombre de femmes qui dirigent des COMEX ou des CODIR en France. Poussé par la loi, on a eu beaucoup d'avancées sur les conseils d'administration. Et qu'il faut donner des clés parce que c'est pas toujours aussi facile pour toutes les femmes. Donc c'est pour ça que je suis très investie sur cette cause, alors qu'à titre personnel, tu pourrais me tirer les verres du nez, mais non, je n'ai pas d'anecdote à te... Attends, tant mieux. Non, la seule fois où ça m'est arrivé, et là ça rejoint un truc culturel, et je vais faire un bon truc bien, on a un bonne heure d'écoute, un bon truc bien, une bonne généralité, c'est quand j'ai été nommée à la tête de Hit Italy, que des Italiens, essentiellement des hommes. Et alors là, avoir une patronne femme, je voyais dans les yeux que c'était un truc, mais ça ne pouvait pas exister, quoi. Donc j'ai dû... Comment tu le gères, justement, comment tu le gères ça? Parce que, alors en plus, toi, tu rejoins tout. C'est donc italien, une autre mentalité, que des hommes. Toi, tu arrives en tant que femme. Comment tu gères ça? Comment tu fais pour leur dire, bon, les gars, on est tous autour de la table. Maintenant, je suis la manager, je suis la boss, et on va y aller comme ça. C'est... justement, du hard skill, c'est du soft skill, c'est... Moi, j'ai pas changé ma méthode. J'ai senti, ils l'ont pas exprimé, mais j'ai senti, je voyais bien que c'était flagrant que ça posait des questions et un sujet. Mais moi, comme je me suis dit, je vais faire comme je fais d'habitude, de donner de la vision, de mettre les choses en route pour qu'on arrive à atteindre les objectifs, à faire en sorte que, sur des KPI très clairs, que le service client s'améliore, que les commentaires dans Trustpilot soient dithyrambiques, que tout le monde soit là le matin, que l'énergie soit bonne, qu'il y ait de la motivation, que les services se passent bien, etc. Et donc, je suis arrivée avec mon énergie et ma façon de donner et de la vision et de contribuer pour que la magie s'opère. Et assez naturellement, en fait, tu gagnes ta légitimité et ils voient qu'il n'y a pas trop de choses auxquelles s'accrocher qui ferait que... Donc, ça leur posait certainement un problème, mais moi, je n'ai pas trop considéré le sujet, quoi. Et toi, Elisa, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as déjà senti? Est-ce que, je ne sais pas, une réticence à travailler avec toi en tant que manager? Est-ce que c'est des choses qui te sont arrivées ou, alors,
tant mieux si ça t'est jamais arrivé. Hein. Je suis pas là vraiment pour vous Raconte-nous demander des des histoires. anecdotes croustillantes. Des Hein. anecdotes. Non, après, je dirais que par définition, quand je suis arrivée en école d'ingénieur, en informatique, on était 20% de femmes. Je vais te raconter une anecdote parce que tu m'en as Vas-y, demandé vas-y. une. Autre que le Krav Maga. Autre que le Krav Ok. Maga. Ma mère et même mon père, je pense qu'ils sont assez féministes. Donc même ma mère m'avait découpé un article dans Le Monde. C'est vintage. Elle me l'avait même photocopié et ça s'appelait Jennifer est moins payée que John. En fait, c'était une recherche qui avait été faite, je ne sais pas par qui, où ils avaient fait 2 CV identiques. Il y en avait une qui s'appelait Jennifer, l'autre John. Je crois que c'était du coup aux États-Unis. Et l'outcome, le résultat de cette étude, c'était que Jennifer était moins embauchée que John et en plus moins bien payée. Donc pour vous dire, donc, je l'avais quand même affiché dans ma chambre en école d'ingé. Et que fait quand même la petite Elisa? Elle arrive en école d'ingé et je me rappelle, mais je m'en suis rendu compte 2-3 ans après, que je suis arrivée en salle de TP et que je me suis dit, il faut que je me mette avec un mec, sinon je ne vais pas sortir, sinon je vais rater quoi. Alors que c'est horrible de penser ça, alors que même que j'avais ce truc sur mon... Donc c'est qu'on peut de toute façon être... les biais, ils arrivent à tout le monde et en fait, ce qui est compliqué, c'était ancré. Alors après, j'ai essayé de faire un travail sur moi-même et d'où ça sort alors. Si on m'a donné des articles là-dessus, même au sein de ma promo d'avant, les femmes, on était moins nombreuses les filles, mais on était... D'ailleurs, si on regarde le classement, on était plutôt dans la partie haute, quoi. Donc ça vient d'où? Après, je me suis posé des questions. Bon, en fait, c'est vrai que quand je suis arrivée, et je ne dis pas que c'est la faute de ce professeur du tout, quand je suis arrivée en école d'ingénieur, moi, j'avais fait 2 ans de prépa intégrée dans une autre école, et donc du coup, j'avais un équivalent L2. Or, pour rejoindre mon école d'ingénieur, donc c'était en 3e année, bac plus 3, il parlait de, OK, les gens qui faisaient partie de ce parcours, c'était soit des gens qui avaient fait prépa, soit des gens qui avaient une L3, soit des gens qui avaient fait un DUT, soit des gens qui étaient internes à l'école. Et du coup, moi, j'étais dans aucune case, quoi. Je commence à flipper. Je vais voir un prof et je lui dis, voilà, est-ce que vous pensez que c'est possible? J'étais plutôt bien classée. Il me dit, vous inquiétez pas. Et puis en plus, il n'y a pas beaucoup de femmes en informatique de type... Les quotas, quoi. Ouais, mais il a dit vraiment de manière très gentille. Et ça, j'en suis persuadée. C'était vraiment pour me rassurer. Et je pense que d'ailleurs, à court terme, ça m'a plutôt rassurée. Je me suis dit, c'est bon, je suis une femme et tout. Mais je me suis toujours demandé si c'était pas resté finalement au coin de ma tête, quoi. Et pareil, en école d'ingé, je me rappelle mon premier stage, j'avais eu des difficultés. Enfin, on nous avait vendu que c'était super simple de trouver un stage. Puis moi, je l'ai trouvé pas si simple que ça. Et puis finalement, j'en avais trouvé un, donc j'étais contente. Et là, j'ai le nombre de personnes qui m'ont dit, de toute façon, c'est normal que tu aies un stage, t'es une fille. Et pareil, c'était des potes, c'est pour rigoler, etc. Donc voilà, je me demande toujours à quel point il y a quand même des petites choses qui viennent en tête et qui vont peut-être plus impacter ta confiance en toi. Et après, ça va être plus compliqué de dire, moi, je veux ça, parce que finalement, tu te dis, je suis peut-être un quota, ou je suis peut-être là parce que je suis une fille, et du coup, si je suis là parce que je suis une fille, je suis pas compétente, quoi. Voilà. Donc, c'est ça que Mais après, quand je suis devenue manager, j'ai jamais eu l'impression d'avoir eu des difficultés parce que j'étais une femme. À la rigueur, c'était plus que quand il y avait des réunions, souvent c'était d'autres mecs et que eux, ils n'ont pas de problème pour parler, quoi. Moi, tu vois, je suis là sur Twitch, donc personne m'a kidnappée pour venir ici. Je l'ai fait de mon plein gré, mais je vais avoir plus tendance à répondre quand tu vas me donner la parole que de la prendre moi-même. C'est un petit effort supplémentaire pour moi d'y aller, quoi. C'est pas que j'aime pas parler, c'est que je me dis toujours, est-ce que j'y vais maintenant, dans 5 minutes, 2 minutes, voilà. Oui, parce qu'en plus, on peut confirmer que tu aimes bien parler. Hein. Ça, y a pas de problème, on le voit tous les jours. Ouais. C'est clair. Mais voilà, je vais avoir du mal à y aller. Et je vois que mes autres collègues, ils n'avaient pas ce problème-là. Et un jour, j'avais dit à mon manager, ouais, mais en fait, vous n'êtes que 3 à parler. Et il m'a dit, c'est à toi d'y aller. Prends ta place, quoi. Vas-y. C'est un peu de ta faute, quoi. Et donc, je pense que c'est plutôt là où je trouve que, de mon point de vue... Est-ce que d'un côté, alors encore une fois, hein, avocat du diable, mais est-ce que d'un côté, ça t'a pas fait du bien qu'ils te disent ça, en mode, t'es comme nous,
Non, Prends ta place parce que tu es comme nous et c'est pas parce que tu es une femme qu'on va te faire une fleur ou. non, je me suis plutôt dit, ouais, il a rien compris, quoi. Il a rien Ok. compris. Et après, c'est marrant, j'en avais parlé à une femme dans mon ancienne boîte qui m'avait un peu mentorée. Et elle m'avait dit que elle aussi, parfois, c'était compliqué pour elle de prendre la parole. Alors que pour moi, c'était une boss, elle était C-level, genre, elle prenait de la place, mais elle prenait de la place bien, quoi. Je me dis, en fait, si à elle, ça lui arrive, en fait, c'est normal que moi, ça m'arrive. Donc, en fait, ça m'a plus, c'est plus ce commentaire qui m'a fait du bien que l'autre, personnellement. J'ai vu que les filles avaient hoché la tête, donc je sais pas si... Céleste, elle a En fait, pas Vas-y, fait. je vous Ça je fait vous pas mal balance. écho ce que tu racontes sur plusieurs aspects. En fait, toi, tu as déjà un bagage d'ingénieur. Moi, j'ai pas de bagage d'ingénieur. J'ai un bagage d'école de commerce basique. Et du coup, quand je parle à des ingénieurs, j'ai la double étiquette. Et autant, je pense que chez Le Bon Coin, je me trouve très préservée de ce type de comportement. Mais j'ai eu certaines expériences où quand j'arrivais, on me disait « Non, mais je ne vais pas t'expliquer. En fait, c'est trop compliqué. » Et en fait, moi, je répondais par la provoque, c'est un if given then, donc si, tu vas m'expliquer le code et je serai capable de le comprendre. Et c'est vachement, en fait, au début, je le prenais vachement mal. Après, avec l'expérience, j'avais un peu plus de notions techniques et j'étais capable de challenger les choses, donc je rentrais vraiment par ce prisme-là et parfois, je voyais des yeux s'écarquiller. Ah, t'as compris l'architecture globale, oui, ça fait 10 ans que je bosse là-dedans, donc j'ai quelques notions et on arrive à surpasser ça, mais pendant très longtemps, en fait, moi, je l'ai vachement vécu comme un échec de rediscuter avec des techs parce qu'on n'était pas du tout sur le même niveau de compétences. Et effectivement, maintenant, j'ai un autre regard dessus et j'arrive à mieux le gérer. Et je te rejoins parfaitement. Je repense à une anecdote où, avec une collègue, sur certains meetings, on s'envoyait des gifs de coqs et de gorilles parce que, en fait, on n'arrivait pas à en placer une. Et quand on s'est imposé, c'était non, mais vous énervez pas. Et c'était hyper frustrant de dire, et à un moment, en fait, ma réponse était non, mais je m'énerve pas, je réponds juste sur le même ton. Et j'essaye juste de prendre la parole depuis à peu près 10 minutes. Donc, j'aimerais juste pouvoir dire quelque chose et là, on t'écoute. Et je te rejoins, pour moi, c'est pas de nous dire impose-toi, débrouille-toi. Moi, j'avais eu un conseil pareil d'une femme qui était en C-level qui m'a dit en fait, quand tu veux prendre la parole, tu regardes toujours la personne la plus puissante de la salle. Et ça va calmer tout le monde. Et essaye. Et c'est hyper efficace de regarder juste la personne la plus... Donc si c'est Amandine dans une salle, c'est de regarder Amandine. Et en fait, tout le monde va écouter à ce moment-là parce que tu t'adresses à la personne la plus importante de la salle. Et quand tu prends la parole, tu veux dire quand tu prends la parole, vraiment s'adresser. En fait, se retourner vers la personne la plus importante de la salle en lui disant, en fait, et de prendre la parole. Et là, tout le monde va se taire parce qu'on aura l'impression que tu parles directement à la personne la plus importante de la salle. Et c'est un petit truc qu'on m'a donné et je l'ai essayé 2 fois. Et j'étais là, ah ouais, ça marche plutôt pas mal en fait. Donc je vais l'utiliser à chaque fois. Mais c'est hyper perturbant, hyper frustrant d'avoir recours à ça. Mais malheureusement, et on le voit en fait, un exemple hyper concret, si vous embauchez pour des jobs, admettons de manager sur du product, vous allez avoir des femmes qui vont postuler, qui vont cocher toutes les cases. Vraiment toutes les cases de la fiche de poste. Et après, je vais avoir des PO qui ont une année d'expérience qui postulent pour un job où il faut être head of product de 10 squads. Et c'est pour vous donner en fait le niveau de... En fait, la capacité à juste outrepasser et à se dire, je fonce. Et en fait, pour moi, ce learning est majeur et c'est ce que racontait Amandine. C'est à un moment, il faut foncer en fait. Sinon, il ne se passera rien. Donc, il faut y aller. Mais j'ai vu en effet des stats là-dessus qui sont assez impressionnantes sur le fait que sur une fiche de poste, si une femme voit qu'il y a un truc qu'elle n'a pas, elle ne postule pas, alors qu'un homme, il peut avoir la moitié de la fiche qu'il n'a pas, il va quand même postuler, c'est assez fou. On voit une ligne. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que moi, je m'indignais quand tu racontais l'histoire de ton manager qui t'a dit impose-toi, parce que en fait, je trouve ça hyper violent comme comportement et je trouve qu'il y a vraiment ce côté... c'est comme les gens qui disent je vois pas les couleurs. En fait, c'est un problème parce que tu nies des inégalités qui sont là depuis des siècles et des choses qui se sont installées, qu'on t'a inculquées de manière plus ou moins consciente, mais qui sont là. Et du coup, si tu nies ces choses-là et que ça veut dire que tu dis que c'est aussi facile à une réunion pour une femme de prendre la parole qu'un homme, surtout dans un contexte tech. Et je trouve ça hyper violent. Donc, c'est pour ça que je gesticulais. Et je repensais à tes questions de tout à l'heure et du coup, je voulais te répondre, Julien. Je crois que je me souviens bien de
c'était quoi l'image du manager quand je suis devenue manager, et j'ai eu la chance d'être dans une agence qui était gérée par une femme qui est hyper inspirante et qui a construit sa boîte et qui est toujours une amie et quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et du coup, c'était super d'avoir cette image-là quand je suis devenue manager. Et j'ai toujours été managée par des femmes, j'y réfléchissais depuis. Et alors après, moi je pense que j'ai un profil un peu différent. Enfin, moi je suis une femme dans la com, donc c'est pas hyper intéressant, c'est hyper banal. Donc du coup, je pense qu'il n'y a rien eu de très surprenant à ce que je devienne un moment manager dans la com. Je pense que le challenge, c'est plus de faire respecter ce que je fais au sein du reste de l'entreprise. Pas forcément ici, mais je veux dire dans l'absolu. Et que oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la com, il peut y avoir un peu l'effet inverse et que c'est pas forcément le métier qui peut être le plus respecté. Mais aujourd'hui, avec plus d'années d'expérience, je m'en amuse et en plus les réseaux sociaux. Donc longtemps quand même, on m'a dit ah super, tu fais des stories Instagram quoi. Non, c'est un peu plus complexe quand même que ça. Et en fait, ça m'a un peu vexée pendant un moment et maintenant ça m'amuse et je trouve ça c'est rigolo comme mission d'essayer de valoriser ce que je fais et ce que fait mon équipe justement. Et être une femme et manager potentiellement des hommes, ça m'est arrivé quelques fois, pas beaucoup parce que encore une fois dans la com et dans les réseaux sociaux c'est des profils un peu plus rares. C'est le cas aujourd'hui et je trouve ça super. Par contre, je me suis assurée dès l'entretien que ça allait bien se passer. C'est pas évident, c'est des questions un peu subtiles, pas directes, mais je voulais m'assurer que c'était une personne qui était contente de travailler dans un environnement très féminin. Et c'était hyper important pour moi parce que pour le coup en ayant la chance de recruter mon équipe, j'avais pas envie de m'amuser à avoir quelqu'un qui refusait d'être managé par moi et que ce soit mon challenge au quotidien quoi. Donc ça se passe bien, voilà. Et on est très heureux que ça se passe bien. Amandine ? Non, ça me faisait juste penser à une réflexion. J'ai fait une formation pour être dans des conseils d'administration. Parce que quand il y a eu la loi Copé-Zimmermann qui a énormément poussé à avoir des conseils d'administration où il y a une parité, en fait, les femmes, naturellement, enfin en tout cas beaucoup, se sont dit c'est cool d'aller dans des conseils d'administration, mais c'est quoi un rôle non exécutif et donc on voulait être formés à ça. Et donc moi la première en me disant j'adorerais avoir un rôle dans un board, mais c'est inconcevable pour moi qu'on ne m'explique pas ce que je vais devoir y faire, comment j'apporte de la valeur. Donc j'ai fait une formation avec Her Value et l'EM Lyon et c'était des promos entièrement féminines. Parce qu'il y avait donc cette grande vague de femmes qui voulaient être formées pour accéder à des boards. Et c'était assez marrant parce que en fait, je caricature un peu, mais les hommes ne s'étaient pas posé la question de se dire quelle formation je dois avoir pour accéder à un board, quoi. Et donc, il n'y avait pas d'hommes qui demandaient à être formés pour... Et puis, ça faisait des années que c'était essentiellement des hommes. Et puis, en fait, avec le temps, c'est là où les choses bougent, cette formation qui était 100% féminine, il y a eu de plus en plus de demandes d'hommes. Donc moi, je crois que j'ai fait quasiment une des dernières promos, c'était il n'y a pas si longtemps, 100% féminine. Mais maintenant, c'est des promos qui sont ouvertes aux hommes parce que de plus en plus d'hommes demandent aussi à être formés pour pouvoir être dans les conseils d'administration parce qu'ils se rendent compte que c'est des rôles qui sont différents d'un rôle exécutif et que pour avoir de la valeur et bien comprendre le fonctionnement, il faut un peu avoir des clés, comprendre les gouvernances des entreprises, etc. Et donc, je trouvais ça assez édifiant que les femmes, on était toutes à se dire on veut bien y aller, mais expliquez-nous vraiment en détail ce qu'il faut qu'on fasse afin d'être bien rassurés. Et que les hommes, évidemment, ne se posaient pas la question et ça faisait des années qu'ils le faisaient d'ailleurs plus ou moins bien. C'est rigolo, vous avez parlé pas mal justement de embaucher des gens, effectivement, en tant que manager, on doit aussi engager des personnes dans l'entreprise. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé encore une fois dans notre document de cadrage, mais dont on va parler maintenant. C'est comment on agit, comment on réagit quand on doit recruter quelqu'un, justement sur des CV qui sont pas foncièrement les mêmes, ou est-ce que vous avez déjà eu, on ne sait jamais, des directives RH en vous disant non, là c'est une femme, donc le salaire il est un peu plus faible. On sait que les femmes ont globalement un salaire, je crois que c'est 14%, 20%. Voilà, à peu près 14, à peu près 14% inférieur. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté quand vous avez cherché un job ou alors quand vous avez dû engager quelqu'un? Et ensuite, comment ça se passe en entretien quand vous êtes devant une jeune femme ou un jeune homme et que, alors je vais reprendre le biais dont on vient de parler, mais que la jeune femme est plus hésitante alors que vous savez qu'elle peut faire le taf.
et que le jeune homme est lui très sûr de lui, alors ça peut être des jeunes femmes, hein, voilà, on n'est pas du tout sectaire à ce niveau-là, mais que le jeune homme est très sûr de lui et que bon, on sait qu'il est un peu plus bancal. Est-ce que ça vous est déjà arrivé et comment vous arrivez à gérer ces choses-là? Est-ce qu'on doit être totalement impartial et se dire bon, à un moment, voilà, t'as ta chance, c'est à toi de la saisir, ou est-ce qu'on a envie d'aider un petit peu parce qu'on sait que en tant que femme c'est plus compliqué, voilà. Romaïssa, je te voyais hocher un peu la tête. En fait, on a un biais en tant que femme, donc forcément, on va comprendre cette situation où tu auras une candidate en face de toi qui va sous-valoriser une expérience. Je ne sais pas si on donne plus la chance ou pas, je ne saurais pas te dire, mais en tout cas, on comprend mieux la situation. Ça, c'est un fait. Quand tu te retrouves en entretien face à quelqu'un qui a un CV incroyable et qui te dit oui, mais peut-être que il me manque ci, il me manque ça, tu comprends en fait pourquoi cette personne-là fait ça. Donc on est peut-être plus indulgente ou on a tendance à plus se donner la chance. En tout cas, pour revenir sur ce que tu disais, pas dans mes expériences récentes, mais dans d'autres expériences, oui, moi, on m'a clairement dit, on a privilégié cette personne parce que c'était un mec et il était plus geek que toi sur un poste. Donc, comment tu le ressens ça? Comment tu le vis sur le coup? Et sur le coup, tu es là, tu te dis mais c'est une injustice de dingue parce que en fait, je sais fondamentalement que je suis meilleure que lui. Donc je comprenais pas. J'ai quitté la boîte et je suis partie, mais c'est hyper injuste. En fait, quand tu ressens cette injustice, tu essayes d'éviter qu'elle se reproduise. Et tu essayes d'être beaucoup plus impartial dans les décisions que tu prends, notamment en recrutement. Pour moi, je donne la chance à tout le monde et je regarde d'abord le premier filtre, c'est la compétence. Et puis après, oui, je regarde en entretien. Et effectivement, en entretien, en tant que femme, je suis un peu plus biaisée. Donc, je vais donner peut-être un peu plus la chance à une femme en entretien où je vais la pousser. En tout cas, moi, il y a un truc que je fais et qui est fortement apprécié, c'est soit à la fin de l'entretien, soit après, de redonner des conseils. Si la personne a été moins bonne qu'une autre candidate, c'est de lui dire, écoute, tu as un CV qui est incroyable, donc valorise-le et n'aie pas peur d'aller plus loin si j'ai trouvé que cette personne-là était beaucoup trop timide en entretien. Mais ouais, on aura des biais en entretien et on sera plus tolérante avec une femme qui aura du mal à se vendre. Et j'ai eu le cas, il y a quelques semaines, d'une personne qui me dit « Ouais, mais je suis en congé parental, et puis après, je vais revenir à mi-temps. » Bah oui, mais je m'en fous. Tu reviens à mi-temps, on s'adaptera et on trouvera des solutions. Et pour moi, ça me paraît logique, en fait, de s'adapter. Et demain, si un homme me dit « J'ai besoin de prendre un mi-temps », je serai très heureuse de le voir enfin en vrai. Donc, je pense que si on veut faire bouger les choses, il faut aussi prendre en compte tous ces éléments-là et faire en sorte qu'on s'adapte en tant que société et qu'entreprise à la vie des gens et pas l'inverse. Tu viens de parler d'un sujet hyper important qui est la parentalité. Alors je le sais aussi parce que j'ai eu un enfant il y a presque 3 ans maintenant. Comment on le vit quand on est une femme? Je crois qu'Amandine t'en parlait justement tout à l'heure de dire que ça t'a jamais bloqué, enfin en tout cas ça n'a jamais été un sujet, etc. Comment on le vit? Moi je sais que par exemple ma compagne, c'est un sujet pour elle de se dire ouais, si je dois aller dans une entreprise et que j'ai envie d'avoir un enfant, ça veut dire que je vais devoir m'arrêter, etc. Et les hommes, évidemment, c'est beaucoup moins un sujet parce que voilà, il n'y a pas besoin forcément de s'arrêter, il y a le congé paternité, mais voilà. Comment on le vit ça? Alors déjà, comment on le vit en tant que femme manager, et comment on arrive à le faire vivre dans ses équipes? Parce que j'entends d'ici les mecs qui sont dans des équipes dire ouais, mais de toute façon elle va partir en congé mat, c'est facile pour eux, etc. Est-ce que encore une fois, d'expérience, quelque chose que vous avez vécu, que vous avez expérimenté dans votre job, et comment vous avez réussi à les gérer? Moi, à titre personnel, c'est toujours, c'est toujours une excellente nouvelle. Je veux dire, moi, j'adore quand une femme vient m'annoncer qu'elle attend un enfant. Et honnêtement, si tu prends un peu de recul, à l'échelle d'une entreprise, elle va partir pendant 3-6 mois, peut-être prendre un parental ou peut-être avoir un temps de travail
Mais en fait, l'entreprise, quand tu es dans une petite start-up où tu es 3, peut-être que ça pose un sujet. Mais quand on est dans une entreprise, moi j'ai toujours eu un minimum de taille. En fait, tu peux t'adapter. Donc, si l'entreprise s'écroule à cause de ça, c'est qu'il y a d'autres problèmes. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est comment tu la rassures sur le fait que elle va pouvoir trouver sa place jusqu'au bout, qu'on va s'adapter mais comme à d'autres sujets où on doit aussi s'adapter pour l'entreprise, qu'elle se sente bien, et qu'après à son retour, on ait le bon accompagnement, parce que c'est vrai que les premiers mois. Et même quand tu as des enfants un peu plus grands, là j'ai 10 et 12 ans, c'est pas sans poser des difficultés d'organisation, mais c'est vrai que quand tu reviens après un premier enfant notamment, il faut mettre en place une organisation et voilà, tu n'as pas l'habitude, donc comment on accompagne ces moments-là. On est aussi poussé par le réglementaire. On a un index égalité homme-femme qui est suivi, sur lequel le retour de congé maternité est un sujet pour que les femmes aient eu au moins l'augmentation moyenne de salaire de l'entreprise, et que donc on n'en profite pas pour laisser de côté, faire perdre une année, parce qu'en fait quand on regarde l'analyse des écarts de salaire, évidemment que les maternités sont des sujets qui creusent, où les hommes vont continuer à évoluer. Et quand tu fais peut-être plusieurs enfants, si tu es absente 2, 3 fois, quand la carrière d'une femme va être évidemment moins linéaire, et c'est là où les salaires et les gaps de promotion peuvent se faire. Donc il y a une vigilance à avoir là-dessus. Mais honnêtement, l'organisation, elle s'en remet toujours, et on arrive toujours à s'organiser. Donc c'est toujours des excellentes nouvelles dans lesquelles on est capable de faire en sorte que ça fonctionne. Est-ce qu'on peut dire là, aujourd'hui, en 2024, c'est quand même bien mieux accepté, mais quand bien même ça a été mal accepté à une période, mais est-ce qu'on peut dire que maintenant c'est quand même démocratisé et qu'il y a quand même moins de difficultés pour des femmes d'annoncer qu'elles sont enceintes ou d'accéder à des jobs peut-être plus importants en disant que peut-être qu'un jour elles auront envie d'avoir des enfants et qu'il y aura des congés maternité. Est-ce que c'est plus simple en 2024, ou alors vous sentez qu'il y a quand même encore un peu de réticence en se disant ah ouais mais attends, si elle prend ce job-là et qu'elle nous fait un gamin dans 6 mois, comment on fait J'espère sincèrement, je vais laisser les filles répondre, mais parce que maintenant que les hommes veulent de plus en plus aussi avoir leur part de responsabilité sur le sujet, eux aussi prennent des congés, alors qu'ils ne sont pas une absence similaire à la femme, mais prennent aussi du temps. Et moi, je trouve que ça va vraiment dans le bon sens. Et en tout cas, au Bon Coin, je trouve qu'on est dans un écosystème et une boîte qui valorise ça. Alors après, il y aura toujours des personnes pour qui ce n'est pas le bon moment, ça fait chier, ça doit arriver. Mais je trouve qu'on est quand même dans un contexte de boîte qui est assez porteur et soutient sur ces projets de vie, et parce qu'on s'inscrit dans la durée et qu'on veut que les personnes, ça fait partie de la vie et qu'elles se projettent ensuite à leur retour. Mais je ne sais pas si peut-être je suis un peu naïve sur le sujet. Ouais, non, moi je trouve qu'en effet, c'est une boîte qui t'encourage à avoir des projets de vie, comme tu le disais, et je crois qu'on se projette longtemps au sein du Bon Coin, au sein du groupe, et que du coup, en effet, à l'échelle d'une carrière dans l'entreprise, s'absenter 4 mois, c'est pas forcément très grave, et en effet normalement la boîte ne s'écroule pas. Je trouve que ce qui est super aussi au sein du Bon Coin et au sein du groupe, c'est le congé du deuxième parent qu'on est en train de rallonger. Pour moi ça fait une grosse différence. Enfin moi je rêve tout à l'heure on a fait un workshop sur le sujet justement de la carrière des femmes, et un des sujets qui revenait beaucoup c'est le congé du deuxième parent, et moi je rêve qu'on continue à le rallonger au sein de l'entreprise, mais aussi au niveau national, parce que si un jour on arrive comme dans plein d'autres pays où ça a l'air de super bien marcher, et que le deuxième parent s'arrête aussi longtemps que la maman qui va donner naissance à l'enfant, en fait ça change tout, parce que quand tu recrutes quelqu'un, que tu recrutes un homme, une femme, donc déjà normalement tu n'as pas le droit de poser ces questions au moment de l'entretien de est-ce que tu as des projets d'enfants, mais en tout cas un jour je rêve qu'on se dise que ça sera la même chose, parce que quelle que soit la personne qui passe l'entretien, peut-être qu'elle aura envie de faire un enfant et elle partira aussi longtemps quel que soit son genre, et ça serait vraiment bien. Il y a ça et l'égalité salariale, parce que sur les pays aussi où on essaie d'avoir des congés où les parents choisissent, en général si c'est un couple hétérosexuel, la femme est moins payée que l'homme, et donc du coup c'est quand même plus logique que ce soit la femme qui prenne plus le congé. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent, et j'espère que ça va continuer, ça serait vraiment super.
Non, je disais que j'étais Vas-y. d'accord là-dessus et qu'on a quand même beaucoup de chance dans l'environnement Le Bon Coin. C'est qu'on est dans un contexte où on aide les gens à se projeter sur une vie et pas uniquement sur une carrière. Donc on a les deux qui rentrent en ligne de compte. Je vais prendre une question dans le chat et je vais la poser à Elisa. Parce que comme tu m'as dit qu'il fallait que je te donne la parole, parce que sinon tu ne la prendrais pas comme ça, voilà, je vais te poser une question. Est-ce qu'un manager peut manager une ou des personnes qu'il n'apprécie pas? Waouh. Et si oui, comment? Allez, tu te débrouilles avec ça maintenant. Voilà, ça fait un moment que tu n'as pas de parler. Ouais. Et puis évidemment, Amandine, Céleste, Romaïssa, Ouais, vous aidez-moi. pouvez aider Elisa s'il faut. Mais donc, comment tu fais quand il y a quelqu'un que foncièrement tu n'aimes pas, tu n'as pas les mêmes idées, tu l'apprécies pas, mais bon, bah, tu es manager, donc tu dois la manager. Comment tu fais? Enfin, déjà, ça m'est pas arrivé. Là. C'est spécial dédicace à mon Ouais, donne pas de nom, donne pas de nom. Non, mais ça m'est pas, Jamais. ça m'est pas arrivé. Après, je pense qu'on peut. Enfin, on a tous des vies différentes. Moi, j'ai une équipe où on a des genres différents, des origines différentes, des vies familiales différentes. Il y a pas mal de parents. Moi, j'ai pas d'enfants, etc. Donc, c'est pas du tout une raison, encore une fois, de ne pas les aimer. Et c'est justement ça que. Enfin, moi, je trouve ça très bien d'avoir une équipe assez diverse. Par contre, ça pose des questionnements. Donc, je réponds pas complètement à la question. Des questionnements de s'adapter à l'autre. Et c'est là où je ferais peut-être la jonction avec la question, où du coup on doit se poser des questions, à essayer de comprendre l'autre. Et en fait, ça veut dire quoi de ne pas aimer une personne? Enfin, si c'est juste, on te demande pas de partir en vacances avec cette personne, boire des coups, etc. Mais je pense que j'ai toujours rencontré des gens avec qui, en fait, on peut passer un très bon moment au déjeuner, un très bon moment, un très bon moment au bar, à prendre un café et vous remplacez par ce que vous voulez. Et on n'est pas forcément obligé d'avoir les mêmes opinions. Parfois, même c'est assez agréable, ça m'est déjà arrivé d'avoir des petits débats dans l'équipe sur plein de sujets, notamment faisant partie aussi du réseau Le Bon Coin. Il y a certains sujets, notamment l'égalité homme-femme qui m'animent. Et quelquefois, on s'est déjà... chamailler sur certains sujets, par exemple la discrimination positive, de ce genre de débat. Et à partir du moment où c'est fait en bonne intelligence, qu'on écoute l'autre, qu'on s'adapte à l'autre, je ne vois pas vraiment de problème. Après, si c'est quelqu'un avec qui ça se passe très mal, encore une fois, ça ne m'est pas arrivé, il y a aussi la question du fit avec le reste de l'équipe. C'est ce que tu disais, Amandine. Avec Le Bon Coin, il y a une certaine culture, donc... Si ça arrivait et que c'était une personne, déjà il faudrait que je me pose la question, est-ce que c'est moi qui ne fit pas avec l'environnement ou c'est cette personne qui ne fit pas avec l'environnement? Et en fonction de ça, peut-être en discuter avec eux. Mais en vrai, j'ai pas déjà eu ce problème à gérer. Je sais pas vous. Romaïssa, Céleste, Amandine, vraiment, Moi, c'est le... Moi, je vais être sans langue de bois, hein, mais Ouais. vous me connaissez. Non, mais je trouve que il faut avoir un fit avec son manager quand on le choisit. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et je ne peux pas bosser pour quelqu'un... je peux pas bosser pour certaines personnes et je le sais. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir un fit avec la personne avec qui je travaille. Après, dans un contexte d'entreprise, on récupère des équipes et on ne choisit pas toujours son équipe. Et là, il faut être pro et c'est notre boulot de créer un esprit d'équipe. Donc, on a une part de responsabilité dans la façon de gérer une équipe et de créer un esprit d'équipe. Après, quand il y a des moments où il y a des relations qui ne fonctionnent pas et les personnes se séparent. Et pour moi, dans le job de manager, c'est la même chose. À partir du moment où c'est fait en bonne intelligence et qu'on se dit, écoute, on ne peut pas bosser ensemble pour telle et telle raison, on trouve des solutions. Mais pour moi, c'est avant tout une collaboration. Donc, dans 99% des cas, ça se passe bien. Et je ne l'ai jamais connu, le 1%. Mais dans 1% des cas où ça ne se passe pas bien, il faut savoir juste se dire les choses et trouver des solutions. Et on est des adultes dans une organisation. Mais pour moi, le fit, en tout cas quand on change d'organisation et quand on cherche un job, et ce que je dis à chaque fois aux gens, c'est choisissez pour qui vous allez bosser parce que le salaire, c'est génial. Le projet, c'est aussi ouf, mais vous allez aussi bosser avec des personnes. Et s'il n'y a pas de fit, moi, j'ai pas envie de me retrouver dans un environnement où j'ai aucun lien avec les gens. Ouais, je pense que c'est hyper important.
La question m'a fait penser à une anecdote. Il y a quelques années, j'avais été approchée par Netflix. À l'époque, ils n'avaient pas de bureau en France, donc j'étais allée à Amsterdam passer des entretiens. Et justement, j'avais rencontré des gens super sympas toute la journée. Et là, entretien final, la personne qui aurait été mon futur manager est zéro fit. Et c'était vraiment drôle parce que du coup, Netflix, Entertainment, donc on a forcément... Enfin, sur le boulot, ça se passait bien, l'échange s'est bien passé. Et on commence à parler de séries. Et vraiment, le sketch, il y en avait zéro truc en commun. Donc je ne connaissais rien. Il avait une culture hyper geek, science-fiction, c'est pas du tout mon style. Moi, plus comédie romantique, truc historique. Enfin, il y avait rien, il y avait zéro point commun et on essayait et on ne se comprenait pas. Et je sentais que chacun, on se disait ah, mince, et ça avait bien commencé sur le côté pro. Bon, finalement, le job ne s'est pas créé, donc on saura jamais ce qui s'était passé si peut-être j'avais travaillé avec lui. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que peut-être ça dépend. On parlait des styles de management. Si l'affect est important pour nous, je sais que c'est le cas. Je pense que ça serait difficile pour moi de manager quelqu'un. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, qu'on ne s'aime pas, mais je pense que le principal, c'est quand même, on en parlait tout à l'heure, on est dans une entreprise où on a quand même eu un vrai sens à ce qu'on fait, et je pense que normalement, ça peut quand même aider déjà à se rallier autour de valeurs, autour de ce qu'on est en train de créer ensemble. Ça, et puis des règles du jeu que moi, je pose à mon équipe aussi, et j'imagine que si les deux déjà sont OK, ça peut passer, mais peut-être pas sur le très long terme. Et comme tu disais aussi, Elisa, s'adapter, se dire peut-être qu'on n'a rien en commun, mais être sensible à ce qui anime la personne et essayer de se mettre à son niveau. Voilà. Et une pensée du coup pour cette personne à Amsterdam. On pense tous à elle. Aucun fit. Écoutez, si vous le voulez bien, ça fait déjà presque 1h30 qu'on est en live. On va attaquer la phase 3. La phase 3, elle va être beaucoup plus courte. Et en fait, je vais vous poser une question. Quelles sont les erreurs que vous avez faites en tant que manager? Et ouais, ça c'est la belle question. Je crois que c'est toi, Romaïssa, qui parlait du fait d'imposer son propre management, d'avoir son style. J'étais à un meet-up dans mon bureau de Nantes, chez Le Bon Coin, il y a quelques temps, et Swan, qui travaille justement chez Adevinta, racontait, et d'ailleurs le replay est dispo sur YouTube si vous voulez aller le voir, voilà, petit instant promo. Swan nous disait que elle, une erreur qu'elle a faite au départ, c'est de singer un petit peu, de copier le manager d'avant et de vouloir s'imposer, mais en étant une autre personne qu'elle-même. Et est-ce que c'est des choses que vous avez faites aussi, ou je sais pas, Amandine, quand tu es arrivée dans ce board fait que d'Italiens hommes, est-ce que tu t'es un peu dit bon, je vais devoir surjouer, je vais devoir avoir un peu un rôle que je n'aurai plus après, mais voilà, quelles erreurs vous avez faites à ce niveau-là? Et alors vous avez fait des erreurs, vous avez pu les corriger, ou alors vous avez fait autrement, et quels conseils vous auriez à donner aux gens qui ont envie d'avoir ces expériences-là de manager? Je te vois sourire, Amandine. Non, mais parce que je suis passée, j'ai eu la chance dans des jobs de passer 2 fois après Dieu sur Terre. Donc quand je suis arrivée au Bon Coin... Deux dieux en plus. Oui, 2, il y en a 2. Super. Et quand je suis arrivée au BHV, qui étaient des hommes qui avaient fait un super boulot, qui étaient toujours dans l'entreprise les 2 fois, et qui m'ont les 2 accompagnés de folie. Non, mais c'est vrai. Mais alors, je parle pas du Bon Coin, je vais parler du BHV. Je sentais que les équipes, elles voulaient me projeter dans le même rôle, dans ces chaussures, sauf qu'on était le yin et le yang en termes de personnalité. Lui, il avait fait, on avait le même âge, mais il avait fait toute sa carrière dans les grands magasins, un homme de terrain très opérationnel, connaissant parfaitement le grand magasin. Moi, je venais pas du grand magasin, j'avais jamais géré des équipes terrain. Je connaissais le digital, parce que je venais du e-commerce et le secteur de la maison. Et au BHV, c'était très important, mais on n'avait aucun lien. Et je voyais bien qu'on voulait absolument que je sois son même rite, ses mêmes rituels, la même chose. Et on s'entend hyper bien, je l'ai encore vu hier, mais on est très très différents. En fait, j'ai pas lâché évidemment, j'ai pas essayé de faire semblant, j'ai fait comme je voulais faire, mais ça prend du temps. C'est-à-dire que les gens, pour qu'ils acceptent de faire le deuil, de comprendre que je vais apporter autre chose, de gagner cette légitimité-là, en fait, bien sûr que peut-être en rentrant dans ces chaussures et moi en me changeant, j'aurais peut-être accéléré sur certains sujets beaucoup plus vite. Déjà, c'est même pas que j'ai pas essayé, c'est que j'étais incapable d'être comme il était. Bon, bref, on était trop différents. Et du coup, j'ai fait à ma façon, mais il faut accepter
que ça prenne du temps pour que les gens vous donnent leur confiance. Et il y a des gens qui, avec mon style, se sont révélés, qui étaient peut-être moins à l'aise et moins épanouis avec mon prédécesseur. Et à l'inverse, il faut accepter aussi de perdre des gens qui étaient là pour la personne, le manager, ou pour un style de management très directif, très top-down, et se retrouver là-dedans, et moi, beaucoup moins. Et donc c'est marrant parce qu'il y a des fleurs qui ont éclos et des gens avec qui on s'est séparés, et assez naturellement, et c'est aussi ça la vie des boîtes. C'est ce que disait Romaïssa sur le fit. Il y a des moments où en fait ça ne fit pas tout simplement avec une personne, et en bonne intelligence tu te dis bon ben désolé mais là ça ne fonctionne pas, et puis on trouve autre chose. Des erreurs toi Céleste? Oui. Merci. Oui, moi je pense que l'erreur c'était au début d'avoir peur de mon équipe, enfin c'est un peu bizarre de dire ça, peur de mon équipe, de me dire d'avoir une vision, je pense, trop court-termiste, et je le dis très honnêtement, je suis pas hyper fière de ça, mais de me dire justement si les personnes sont trop bonnes dans mon équipe, à un moment elles vont prendre mon poste, et moi qu'est-ce que je vais devenir, sans me dire d'ailleurs que je pouvais faire autre chose et que je pouvais moi-même évoluer, mais ça c'était pas dans ma tête, et du coup d'avoir un peu peur de ça. Et je pense que on en a parlé tout à l'heure, en mûrissant, en vieillissant, en travaillant, en lisant, en écoutant des expériences parallèles, j'ai compris que, en fait, en effet, le plus grand bonheur d'un manager, c'était de pouvoir avoir des personnes brillantes dans son équipe et de les faire évoluer, et que oui, potentiellement, elles prennent notre place, que nous, on en prendrait une autre, et que c'était la vie, et que c'était génial. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est quand je suis passée côté groupe et j'ai pu recruter mon équipe. J'ai un souvenir hyper précis de l'entretien avec une fille géniale que j'ai recrutée, et je suis sortie de l'entretien à nouveau avec un peu de peur, et de me dire mais en fait elle est brillante, elle connaît beaucoup mieux les réseaux sociaux que moi, et si je la prends, qu'est-ce que ça va faire de moi? Et du coup je me suis rappelée de cette erreur de sentiment, de perception que j'avais eu. Je l'ai embauchée et c'était une super décision. On s'est éclaté. Bon, elle est partie vivre en Suède, donc elle est plus dans l'équipe. Mais de manière générale, j'ai une autre personne dans mon équipe qui a 10 ans d'expérience en social media, qui est brillante, mais qui n'avait plus envie de manager suite à des expériences pas très positives, et avec qui on travaille hyper bien, et je pense qu'on s'apporte beaucoup mutuellement, et j'espère aussi la réconcilier peut-être un jour avec le management. Et donc voilà, je pense que c'est une erreur de perception qui a changé, et j'en suis contente et libérée. Toi, Romaïssa, est-ce que tu as fait des erreurs? J'imagine que oui. J'en ai fait plein, mais je pense que la plus grosse erreur, et celle où j'ai vraiment appris, c'était d'avoir le masque du manager. Donc, perfection, travail plus que les autres, travail de façon parfaite. Et en fait, j'ai switché vers plus d'authenticité. Et il y a des moments où parfois on vient le soir me poser une question et je dis impossible de répondre ce soir, j'ai plus les neurones. Laisse-moi demain, ça ira mieux. Et maintenant, j'ai plus peur de le dire. Là où sur les premières années, il fallait que je sois parfaite, le fameux sois parfaite. Et maintenant, j'ai compris que en étant plus authentique, les personnes nous comprennent plus. Et oui, on est des êtres humains et des choses qu'on n'arrivera pas à faire tout le temps. Ouais. Elisa, je vais te laisser la parole, mais je suis assez d'accord sur le fait d'exprimer sa vulnérabilité. Ouais. C'est quelque chose qui est difficile au départ de dire je sais pas, ou même je suis fatiguée, pas maintenant, mais même honnêtement je sais pas et je vais aller chercher la réponse, on va tout faire pour, mais et moi j'ai mis du temps peut-être à le faire, et c'est peut-être d'ailleurs un axe où il faut encore que je peux toujours progresser, mais ô combien ça fonctionne quand d'un coup les gens parce qu'ils ont l'impression que du coup, tu es vivante et que le sujet t'intéresse, quoi. Moi, je me souviens même dans ma précédente vie avec des partenaires sociaux où j'avais toujours... j'étais professionnelle. Évidemment qu'on n'était pas d'accord sur tout, mais on travaillait en bonne intelligence. Puis un jour, j'ai pété un plomb. Mais ils étaient trop contents, pas de me voir péter un plomb, mais de me dire si elle réagit comme ça, c'est que ça la touche, c'est qu'elle est concernée. Elle a des sentiments, j'étais toujours concernée depuis le jour 1. Mais sauf que eux, comme je ne l'exprimais pas de façon un peu extravertie, émotionnelle, ils pensaient qu'en gros, il y avait de l'indifférence. Il n'y en a jamais eu. Donc ça m'a beaucoup questionné de me dire comment aussi, des fois, tu acceptes de montrer beaucoup plus tes sentiments et tes émotions. Ce qui n'est pas naturellement quelque chose que je ferais au bureau me concernant. Et Elisa, toi?
tout le monde, du coup, se sent obligé de me donner la parole. Non, bah, comme toi, j'en ai fait plein. Et j'en ferai encore, je pense, parce que je pense qu'en management, on apprend toujours. Moi, je pense que quand je suis montée manager, j'étais très jeune. Et mon équipe c'était mon ancienne équipe et en plus j'étais la plus jeune. Et du coup, ce qui me faisait peur, c'est le côté scolaire. Donc il y a plein de choses que je m'interdisais, notamment demander des feedbacks parce que j'avais l'impression que ça rendait la chose scolaire, etc. Or, en fait, si tu prends pas de feedback de ton équipe, tu as quand même zéro chance de t'améliorer ou alors peut-être un petit peu avec des formations, etc. Et donc, j'ai fini par trouver des trucs où, en fait, par exemple, demander un feedback direct à quelqu'un, ça pouvait être gênant pour nous deux. Donc, au début, par commencer par demander des feedbacks un peu plus détournés. Ok, tu penses quoi de nouveaux rituels? Qu'est-ce que tu as pensé de ça, etc. De manière à récupérer de l'information et de créer ce lien de confiance. Alors qu'avant, je me serais dit, j'aurais pensé que la seule manière de demander du feedback, c'est qu'est-ce que tu penses de moi, ce qui peut être super gênant quand tu connais pas ton manager. Donc c'était ça. Ensuite, je vais vous en dire 10. Non, vas-y. Il nous reste 3 heures. Il nous reste 3 heures, hein, vas-y. Deuxième, c'était par exemple tout ce qui est règles d'équipe. On a l'impression que c'est très scolaire et ça peut faire peur en tant que manager. Alors que des règles, ça peut être tout à fait... en fait, on a besoin de règles pour travailler ensemble. On parlait tout à l'heure que tu t'adaptes à l'autre, etc. Mais en fait, potentiellement, l'autre, chacun a des contraintes différentes. Par exemple, certains, tu as besoin d'aller chercher tes enfants tôt le soir. Tu en as d'autres, ils ont besoin aussi de voir leurs collègues. Donc, il faut peut-être réfléchir ensemble. OK, comment on peut garder ce lien d'équipe tout en réussissant à répondre à toutes les contraintes des uns et des autres. Et donc, par exemple, de ne pas avoir peur de ce genre de choses qui peuvent paraître scolaires, mais en fait qui sont hyper nécessaires et qui peuvent même faire du bien à l'équipe. Donc ça, c'est des choses que je retrouve, je dirais. Non, et puis c'est intéressant. Alors, il y a un point qui n'est pas précisément abordé et peut-être un peu Céleste et Amandine, vous en avez parlé, mais moi, par exemple, je vous dis, une des premières erreurs quand j'ai été manager, c'est de mettre beaucoup d'affect dans mes premières équipes et aussi de donner beaucoup de liberté et ensuite de me retrouver un peu embêté en disant j'ai donné un peu trop de liberté, là ça avance pas très bien, il va falloir que je sois un peu plus dur, sauf que j'ai déjà mis beaucoup d'affect. Et donc comment je vais annoncer ça? Et je te vois sourire, Romaïssa, c'est quelque chose que tu as vécu aussi? Non, ça me fait sourire parce que c'est des profils de managers. Moi, j'ai pas été dans ces situations-là, mais c'est des histoires que j'ai entendues, c'est des conseils que j'ai pu donner parce que moi, j'ai un autre style de management, même si j'y mets beaucoup d'émotionnel, mais pas d'affect forcément au début. Mais c'est en fait, je revois des situations de copines ou de potes qui me disent voilà, je galère, et qui se retournent vers moi, mais toi tu gères pas comme ça, donc dis-nous comment tu fais. Je leur dis mais c'est votre style, c'est pas le mien. Et effectivement, tu peux mettre beaucoup d'affect et te retrouver à avoir en galère après et avoir peur de passer pour le ou la méchante en remettant des règles un peu plus compliquées. Donc ça m'a fait sourire parce que c'est une des problématiques que j'entends le plus. Mais honnêtement, franchement, avoir ce courage managérial de donner du cadre, d'être exigeant, de dire quand les choses vont pas. J'ai jamais vu une situation où en fait ça m'a pas été remercié ou ça n'a pas permis de faire avancer. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont évident que c'est pas facile. On préfère que ça aille bien, se checker, la vie est belle et chacun fait sa règle. Mais en fait, ça marche pas comme ça l'entreprise. Et vraiment oser se dire les choses et dire les choses évidemment avec de la forme. Il faut être accompagné là-dessus et il y a des formations pour faire du feedback positif et moins positif. C'est indispensable, je veux dire, c'est ça qui fait la vie en société et la vie en équipe. Et donc ce courage-là, c'est là où je trouve que c'est le plus important d'être accompagné en tant que manager. Et moi, la dernière chose qui m'a coûté pour mes premiers rôles de manager, c'est de perdre le contrôle. En fait, dans ce syndrome de on veut être bon élève, Romaïssa l'évoquait tout à l'heure, de vouloir avoir moi la tout douce, toute parfaite. Et en fait, à un moment donné, surtout quand j'ai mon premier enfant, en fait, ça rentrait plus. C'est juste que techniquement, c'était plus possible. Ça rentrait plus dans l'agenda. Donc, accepter que des trucs soient
pas vérifié ou pas vérifié comme avant ou moins bien fait, mais savoir ce qui doit être parfait et là où ça peut avoir un peu de mou. Mais ça, pour moi, ça a été le plus difficile de lâcher prise et de lâcher le 100% contrôle quand il y a des gens avec qui tu dois travailler et tu délègues et tu dois leur faire confiance. Évidemment qu'il y a des routines et des rituels pour faire en sorte que ça avance dans la bonne direction. Mais ça, je trouve que c'est hyper dur. Je t'ai vu. J'ai failli, mais j'ai pas. Je suis pas allée jusqu'au bout. Non, ce que je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, ainsi que Romaïssa. Moi, ce qui m'a aidé, j'étais un peu comme toi au début, ce qui m'a aidé, c'est de rationaliser les choses. C'est-à-dire, pourquoi tu as cette règle, pourquoi tu dois faire pas ce recadrage, mais pourquoi tu dois remettre. Pourquoi tu dois remettre du cadre ici. C'est un petit peu moi, ça m'a vachement aidé de rationaliser parce que en tout cas, ça me faisait me sentir beaucoup plus légitime parce qu'en fait, c'était rationnel et c'était pas par rapport à moi, Elisa, qui me suis comportée comme ça, mais c'est parce que, en fait, faut que ça marche comme ça. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Et moi aussi, j'avais un point qui m'est venu quand tu parlais de l'affect, qui est peut-être un peu à côté, mais je pense un peu lié. C'est qu'une autre erreur, je pense, que j'ai faite en tant que manager, c'est qu'à un moment, avec mon équipe, on a vécu une situation vraiment difficile. Et en fait, moi, je me suis dit, j'ai eu un réflexe un peu merlouve, je pense. Et donc, je me suis dit, il faut que je prenne tout. C'est moi la manager, donc il faut que j'assume l'entière responsabilité. Et genre, mon équipe ne doit, en gros, rien sentir, quoi. Et je leur expliquerai le mieux possible, sans émotion, et je vais tout assumer. Et je me suis dit, je l'ai fait, et je me disais, j'ai trop géré, quoi. J'ai tout pris. Et en fait, après, une des personnes de mon équipe, quelques mois plus tard, m'a justement partagé du feedback et m'a dit... Tu sais, tu nous as vraiment surprotégés et c'était vraiment chouette de ta part, mais moi j'aurais bien aimé vivre un peu la situation à tes côtés. Et en fait, ça m'a fait vachement réfléchir et je l'ai gardé pour la suite, de me dire qu'en effet, tu as ton style de management, mais c'est important aussi de s'adapter à la maturité de ton équipe, à leur personnalité, et qu'en fait, ce que tu crois être le meilleur, bon, c'est un peu comme la parentalité ou d'autres choses, c'est pas forcément le mieux pour les personnes avec qui t'es, donc voilà, petit partage d'expérience. Eh bien, écoutez, on est à 1h45 de live. Je pense qu'on va se quitter là. On va continuer 1h45. Alors, vous pouvez rester connecté si vous voulez. Romaïssa va parler toute seule et elle a encore beaucoup d'erreurs à vous raconter si vous voulez. Plein d'erreurs. Voilà, elle a encore beaucoup d'erreurs. Non, je voulais vraiment vous remercier toutes les quatre. Donc Elisa, Amandine, Céleste, Romaïssa pour ce partage. C'était hyper intéressant. Merci à tous ceux qui nous ont suivis durant cette heure 45. Voilà, on peut leur faire coucou à ceux qui ont posé des questions. Merci aux modérateurs. Jérémy, ta place, on pense à Jérémy, ta place est chaude. Tu pourras venir la retrouver la prochaine fois. Moi, juste à vous dire que donc le replay il sera dispo sur notre compte YouTube Le Bon Coin. Vous avez une playlist Le Bon Coin Tech et donc vous trouverez le replay là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Vous les avez vus pendant 1h45 sur les côtés, donc voilà, Le Bon Coin Tech, Adevinta, vous pouvez nous suivre et suivre toute l'actu là-dessus. On est aussi sur Twitter. Si vous avez des idées de sujets, là on a parlé de sujets qui n'étaient pas très tech, mais on est aussi Le Bon Coin Tech, donc si vous avez des idées de sujets très tech que vous voudriez voir abordés ici, que ce soit de l'UX, de l'archi, du front, du back, de la data, vous venez nous voir sur Twitter ou LinkedIn et on en discutera avec vous. Parce que cette émission, c'est la vôtre aussi. Et je termine en disant que n'oubliez pas que derrière Le Bon Coin, il y a aussi la bonne tech au quotidien. Voilà. Merci à tous. Merci, Raphaël, Julien. tu peux clôturer et à bientôt.